OK. Alors, bonjour et bonsoir. Donc, pour notre petite conférence, découvrir les 5 grandes clés du rajeunissement. C'était quelque chose comme ça, je crois, le titre, hein. Si vous avez des commentaires, des interrogations pendant la conférence que vous aimeriez me faire part, ben, vous pouvez évidemment faire un signe de la main et puis prendre votre micro ou encore, évidemment, utiliser le chat que je vais comme garder ouvert là, pour voir quand vous avez des questions et y répondre progressivement à mesure que les questions se poseront. Donc voilà, alors mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pense que si vous êtes présent, c'est que vous me connaissez peut-être un peu ou beaucoup ou passionnément. Donc, moi, je suis un thérapeute intuitif depuis plusieurs années. Les années passent et passent et passent, et finalement, ça fait plus de 30 ans que je fais des lectures intuitives. Donc, je n'ai jamais cessé ce type de travail-là. Donc, c'est un travail que je peux me considérer expert, je l'espère du moins, par rapport donc à cet aspect intuitif et des soins. Je fais beaucoup de clientèle, mais je fais également de l'enseignement. J'ai écrit des livres aussi sur le sujet, etc., etc. Donc, et aujourd'hui, pourquoi parler d'un thème qui semble être moins associé à l'intuition, mais finalement, c'est parce que je vais essayer de vous proposer un regard qui va intégrer un certain nombre de choses qui concernent l'aspect intuition, mais aussi les recherches scientifiques aussi qui sont les plus récentes. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique non plus, hein, donc finalement, ça se fait entre guillemets à la bonne franquette, comme on dit, mais je vous fais part quand même de certaines réflexions. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à des appareils concernant la médecine quantique, la mesure énergétique, etc. J'ai toujours été intéressé par euh, une forme de comparatif avec les lectures intuitives que je faisais, avec même quand je donne des formations avec des gens, j'avais un appareil d'échographie client, j'étais un des premiers en Amérique du Nord à avoir cet appareil-là et je l'ai utilisé pendant plusieurs années, je l'ai toujours, je l'utilise un peu moins. J'ai également un autre appareil qui s'appelle le Cardium, dont je vais vous parler, qui va me servir de base vraiment pour vous parler un petit peu de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de l'appareil comme tel, je suis en train de faire des petites vidéos que vous allez avoir accès dans les prochains jours qui vont vous donner un petit peu d'informations sur cet appareil-là, à quoi il sert, puis c'est quoi son intérêt. Mais je vais tenir compte quand même de ce que j'ai pu observer avec cet appareil-là qui permet de poser un regard sur les différents paramètres qui sont reliés au stress d'un individu et de quelle façon que le stress en favorise donc le vieillissement, mais également réduit notre potentiel santé. Et c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Puis évidemment, c'est des questions d'interrogation, ben, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Donc, on a dit 5 clés, donc il en faut 5, hein, on va compter tout de suite pour savoir si non, il y en a bel et bien 5. Il y a 5 clés qu'on va explorer ensemble. Donc, la première qui finalement qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je n'ai pas intégré, moi, dans ma pratique rapidement. J'avais sans doute une habileté face à la respiration qui était moins grande que la moyenne, je pense. C'est donc le cœur et la respiration, vous l'avez sans doute compris, qui sont un paramètre qui est très, très important, je vous dirais, pour vraiment déjà avoir une influence sur le stress et une influence sur aussi le potentiel santé, puis inévitablement par rapport au vieillissement. Alors, quand je vous parle du cœur et la respiration, vous avez sans doute compris, on parle certainement de la cohérence cardiaque que vous connaissez sans doute. Comme je disais tantôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. Donc, la cohérence cardiaque, finalement, pourquoi on en parle aujourd'hui avec autant d'importance, c'est qu'on a découvert que le cœur avait une relation avec le cerveau et que lorsqu'on respire d'une certaine façon, on permet justement à cette connexion-là qui se fait entre le cœur et le cerveau de se faire plus harmonieusement. Et ça va permettre un certain nombre de choses ça, que je vais vous présenter qui vont, vous allez voir finalement que cette simple technique-là, quelque part, déjà, elle vous permet de commencer à prendre conscience que vous avez, entre guillemets, un certain contrôle sur votre santé juste en utilisant cette technique-là. Donc, je vais vous en parler un petit peu, évidemment, puisqu'elle est vraiment, pour moi, une technique de base là, par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour parler d'une façon très, très pratico-pratique, la cohérence cardiaque, c'est un rythme respiratoire que moi, je vais vous proposer de inspiration 3 secondes, expiration 6 secondes. Alors, évidemment, il y a plusieurs auteurs qui vont vous parler de la cohérence cardiaque, qui vont vous parler de 5-5, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, mais les recherches récentes parlent vraiment d'une expiration plus longue que l'inspiration.
Donc, le 3-6, ça vient pas de n'importe où, hein. C'est une technique du pranayama qui provient donc de la tradition indienne et qui a donc, ils ont développé une multitude de techniques respiratoires. Et cette multitude de techniques respiratoires avait pour objectif justement de favoriser le bien-être, de favoriser justement la santé. Alors, à l'époque, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, il y a quand même un certain nombre d'années, on me disait ça, hein, je lisais même des livres qui parlaient de la respiration, c'est les clés du bonheur, et ça me paraissait excessif. Je me disais, OK, respirer, c'est bien, mais bon, de là à amener le bonheur, ça me paraissait un peu gros, ça. Et finalement, j'ai constaté que finalement, ben, à quelque part, c'était pas fou. Puisque justement, les recherches, qu'est-ce qu'elles ont démontré? C'est que quand on suit ce rythme respiratoire que je viens de vous nommer, il y a plusieurs processus physiologiques qui vont être associés à ça, qui sont importants. Le premier, c'est que quand on a une non-cohérence cardiaque, intuitivement, qu'est-ce qu'on va voir d'une personne? C'est quelqu'un habituellement qui a un cœur qui est renfrogné sur elle-même et évidemment un cerveau qui est congestionné. OK? C'est un peu ça. Ça, c'est la non-cohérence cardiaque. Alors, cette condition-là, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a le cœur fermé, c'est quelqu'un, quelque part, qui n'est pas dans une position d'ouverture envers la vie. Hein, c'est une position de blessé. Hein, c'est quelqu'un qui se referme et qui a peur un peu de la vie. Alors, vous pouvez imaginer qu'une personne qui reste comme ça pendant des années, des années, des années, bien, inévitablement, elle va réduire son potentiel santé, mais elle va aussi favoriser son vieillissement. Elle va favoriser aussi un certain sentiment de tristesse qu'elle va cultiver à travers cette position qui ne changera pas à travers les années. Donc, vous comprenez évidemment que quand on parle de rajeunissement, on doit comprendre quelque part qu'à chaque seconde de notre vie, à chaque minute de notre vie, ben, quelque part, on peut poser un regard sur cette vie-là et se dire qu'est-ce que j'en fais de cette minute-là. Et dans ce sens-là, c'est d'apprendre justement à développer une position d'observateur, mais une position quelque part où on arrive à relaxer davantage notre corps pour être capable d'être de plus en plus dans une position d'ouverture envers nous-mêmes et de plus en plus être dans l'instant présent. Et la pratique de la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'elle a mis en évidence justement, c'est que quand on arrive justement à faire cette technique, donc respiration 3 secondes, inspire 6 secondes, expiration, par exemple, on va arriver justement à amener dans notre cœur une certaine forme de détente. Alors, d'un point de vue intuitif, quand on fait une lecture intuitive, on va voir que cette personne-là qui s'est détendue au niveau du cœur, bien, ça s'apparente davantage à une ouverture. La personne est détendue, elle a ouvert davantage cette région-là. Donc, elle est dans une position où elle est plus réceptive à elle-même. En étant plus réceptif à moi-même, ça veut donc dire quelque part que je suis moins dans l'appréhension de la vie. C'est-à-dire que je suis moins prisonnier de mon passé, je suis plus dans une position de détente et je suis plus capable de regarder ma vie avec un certain regard qu'on pourrait dire objectif. Hein. C'est-à-dire que je rentre dans une salle, je ne suis pas stressé par ce qui va se passer là parce que je me sens dans une forme de confiance. Donc, l'ouverture du cœur est une première élément quelque part qui est intéressant. Il faut savoir que cette ouverture du cœur a une corrélation importante avec le nerf vague. Le nerf vague, c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que le nerf vague, c'est le plus long nerf du corps humain. Il part donc des pieds, puis il va remonter jusqu'à près au niveau de la tête, dans cette région-ci. Et ce qu'il faut savoir du nerf vague, c'est qu'il est relié à tous les organes de notre corps, donc tous les organes du tronc, tous les organes digestifs, entre autres. Donc, quand je suis dans cette position de fermeture au niveau de mon cœur, bien, inévitablement, cette fermeture au niveau de mon cœur va entraîner quelque part cette tension nerveuse au niveau de mon nerf vague. Et cette tension nerveuse-là, bien évidemment, va empêcher une irrigation adéquate de la circulation sanguine, des influx nerveux, etc., dans les organes de tout le système. En fin de compte, on pourrait voir ça comme ça. Donc, on comprend ici que cette position d'ouverture du cœur, ben, elle permet une détente nerveuse. Elle permet une détente nerveuse qui veut dire quoi? C'est donc dire que mon système parasympathique, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui permet la régénération et la relaxation, ben, ça va faire comme je me détends. D'un point de vue intuitif, une personne qui est comme ça, on va l'observer et on va voir que son énergie est plus dans ses jambes. Elle est ouverture au niveau de son cœur, mais en même temps, elle habite ses jambes. Et habiter ses jambes, c'est être dans son parasympathique, c'est donc dans une position justement où on est en contact avec la réalité terrestre et on fonctionne à un rythme qui est le nôtre, en quelque part. Alors qu'on sait que la majorité d'entre nous, quand on est dans un état de stress, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va augmenter notre pression, la pression va monter, puis à quelque part, notre énergie va être toute dans la tête. Donc, d'un point de vue intuitif, quand on voit justement quelqu'un qui est très stressé,
ben, habituellement, on le voit quelque part complètement, justement, dans cet état d'effervescence, dans l'eau de son corps, où elle n'a pas de jambes, suivant cette personne-là, parce que justement, son système sympathique la pousse vers le haut et le parasympathique n'est pas actif. Parce que justement, on a une dominance du sympathique à ce moment-là qui va favoriser donc le stress d'une façon constante et continue. Donc, la cohérence cardiaque va permettre justement cette détente qui va faire qu'on va augmenter la présence du parasympathique, on va détendre le nerf vague, on va favoriser donc une amélioration des organes digestifs et des organes d'une façon générale, et ça va permettre justement de favoriser un certain bien-être. Dans cette position-là, ben, nos influx au niveau du cœur, on est détendu, donc on est plus en mesure de pouvoir établir une communication avec notre cerveau. Et c'est là qu'il y a une forme de, c'est là que la cohérence cardiaque peut s'établir. Et cette cohérence cardiaque-là, ben, va favoriser justement un sentiment de bien-être à l'intérieur de soi. Et ce sentiment de bien-être, on va l'observer souvent par un sentiment que l'énergie circule dans notre corps. De nos pieds vers le sommet de la tête, ça fait référence au sympathique, ça, au système nerveux sympathique, et du sommet de la tête vers nos pieds, qui fait référence au parasympathique. Et c'est cette alternance entre le sympathique et le parasympathique qui fait qu'on est en santé, parce que quelque part, on est dans une position où on est capable d'agir harmonieusement, dans le sens qu'on est capable de se ressourcer et on est capable de se dépenser dans les moments qu'il faut, dans les moments qui sont nécessaires. Et c'est comme ça qu'on va arriver justement à développer une plus grande présence dans notre vie. Et c'est ce qui va nous amener aussi à nous connecter avec le présent. Parce que dans une position où on est bien avec nous-mêmes, dans notre corps globalement, on n'est pas dans une position de stress, on est dans une position où on est vraiment dans une forme de détente. Et cette détente-là, ben, elle va nous permettre justement de favoriser notre cerveau, ce qu'on appelle une cohérence. Ça veut dire quoi la cohérence dans le cerveau? C'est que mon cerveau, quelque part, fonctionne et il n'est pas dans un état de conflit. Il n'est pas dans un état de perturbation. Les signaux passent, les influx nerveux passent, les connexions neuronales se font, etc. Et il y a quelque part une certaine forme de cohérence. Donc, le cerveau, quelque part, reçoit des signaux du cœur et le cerveau en réenvoie des signaux au niveau du cœur. Et du cœur, ben, quelque part, c'est envoyé aussi dans le bas du corps, au cerveau du ventre, entre autres, puis évidemment par le nerf vague à travers tout le bas du corps. Donc, on comprend ici que quand cette position de belle présence se fait, on est dans une position présent, où on est dans le présent. Maintenant, imaginons que dans cette position où on est dans le présent, on le soit tout le temps, 24 heures sur 24. Ça veut donc dire quelque part que notre vitalité, elle est au maximum. On est dans une position où on sait faire face aux situations de la vie parce qu'on ne s'énerve pas, on ne s'excite pas, on ne devient pas intolérant, je ne sais quoi, et on est dans une position où justement on est capable de fonctionner optimalement tout au long de la journée. Donc, vous comprenez évidemment que cette capacité qu'on a tous, qu'on peut tous développer, ben, quelque part, elle est vraiment intéressante à comprendre d'une façon euh, tant au niveau de la santé, tant au niveau de notre potentiel santé, qu'au niveau de la gestion de nos émotions, que la gestion du stress, que pour le processus de non-vieillissement. Alors, c'est ça un peu la première clé que je vous dirais, c'est de pratiquer donc la cohérence cardiaque. La pratique que je vous proposais, donc inspiration 3 secondes, expiration 6 secondes, de le faire plusieurs fois par jour, autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'on se sente bien, mais ce serait déjà un premier outil, une première clé qu'on pourrait appliquer et qui pourrait nous permettre de voir qu'est-ce que ça m'apporte, ça aussi. Alors, comment moi j'ai découvert la cohérence cardiaque d'une façon plus spécifique, c'est que j'ai acheté un appareil, le Cardium, dont je vous parlais tantôt, et j'ai fait beaucoup de mesures sur moi-même et sur des clients et également dans des formations avec des étudiants. Et cet appareil-là permet donc de mesurer au niveau du pouls ici la cohérence cardiaque. Et il y a d'autres paramètres qui sont présentés. Il y a entre autres l'alternance sympathique-parasympathique qui est observée également. Il y a également la répartition énergétique dans nos organes, dans nos chakras. On peut arriver donc à avoir une vision de la santé qui est assez globale de l'individu. Mais ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est qu'il permet de faire des mesures rapidement. Donc, une mesure 5 minutes, ça prend actuellement pour faire une première mesure d'une personne. Et on peut donc lui donner une thérapie quelconque. Et on peut, après ça, prendre une autre 5 minutes pour faire une autre mesure et comparer les deux. Et c'est là que j'ai compris finalement que simplement par la pratique de la respiration qu'on vient comme la cohérence cardiaque, on peut déjà améliorer de beaucoup
cette capacité que l'on a de se déposer dans le corps pour être de plus en plus dans notre instant présent et d'être de plus en plus dans une position de puissance et de force, dans lesquelles justement, ce qu'on pourrait appeler la négantropie. La négantropie, c'est quand l'énergie circule sans obstacle et sans heurte dans mon corps. Ça veut dire que je ne dépense pas d'énergie ou très peu d'énergie pour être en santé et être bien. Dans cet état-là, quelque part, bien évidemment, on contribue à être dans le présent, puis on contribue à quelque part à être constamment dans une position d'énergisation la plus élevée possible. Et c'est là, quelque part, qu'on doit être conscient que qu'est-ce que je pense? Comment je gère mes émotions? Comment je gère ma vitalité? Comment je gère ma vie d'une façon générale? Vous voyez, ces questions, finalement, sont toutes simples, puis en même temps, elles nous ramènent à cette position de cohérence cardiaque, dans le sens qu'elles nous ramènent à de quelle façon que je peux induire un état en moi qui me permet d'être dans le présent et me permet de regarder ce que j'ai à faire dans une journée, par exemple, et d'y aller d'une façon très naturelle, dans un bon rythme, dans une bonne façon de faire, puis accepter justement que ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain, et ainsi de suite. Donc, ça demande une gestion qui n'est pas simplement reliée à la respiration, c'est vraiment relié aussi à l'observation de moi-même, de quelle façon que je peux me tendre la main pour m'accompagner, pour apprendre justement à bien gérer tout ça. Donc, ne pas avoir des pensées négatives, ne pas avoir des émotions inutiles, hein, parce qu'on a beaucoup d'émotions inutiles. Quelquefois, on s'énerve pour un rien, bien souvent. Donc, apprendre justement à développer une certaine forme de maîtrise de soi, hein, maîtrise dans le sens d'apprendre à être capable de gérer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette première clé que j'avais envie de partager avec vous? Vous pouvez me le faire par le chat, me faire un petit signe de la main s'il y a des questions. Donc, je vais vous laisser le soin donc, d'y revenir si vous avez le souhait. On va y aller donc vers la deuxième clé concernant ce processus-là. Alors, évidemment, ça concerne euh, une définition, ça concerne un peu la notion de la déprogrammation et on va explorer diverses avenues par rapport à ça. Donc, il y a des auteurs qui disent que le vieillissement, c'est d'abord et avant tout un manque d'organisation et de cohérence dans le corps humain. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je peux être cohérent avec moi-même d'un point de vue mental, je peux être cohérent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physique, je peux être en congruence avec moi-même dans toutes les facettes de l'être que je suis. Dans cette position-là, ça se rapproche de la négantropie, ça se rapproche dans une position d'organisation. Je suis organisé et cohérent avec moi-même. Je ne suis pas en conflit avec mon être. OK? Alors, quand on est dans une position où un manque d'organisation et de cohérence est présent, c'est-à-dire que je ne suis pas en accord avec moi-même sur un ou plusieurs plans, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, le vieillissement peut devenir à quelque part plus important. Le processus de vieillissement peut s'augmenter dans ces conditions-là. Alors évidemment, ça veut donc dire que dans mon énergie qui circule en moi, bien, si j'ai de la manque d'organisation et de cohérence, ça veut donc dire que dans mon énergie, je vais être animé par des mémoires. Alors, j'en parle souvent, ça, pour ceux qui me connaissent, hein, parce que quand on observe le champ énergétique d'une personne, la première chose qu'on va observer, c'est que l'énergie qui circule dans le corps d'une personne est animée par de l'information. Alors, qu'est-ce que c'est de l'information? Mais c'est en quelque sorte des émotions qui sont en moi, par exemple, que je n'ai pas gérées, que je n'ai pas réglées, et qui sont encore en moi et qui circulent en moi et qui informent mon énergie. C'est-à-dire que mon énergie, c'est la lumière. On pourrait dire finalement qu'une personne en santé, c'est quelqu'un qui est lumineuse. Lumineuse parce qu'elle est simplement animée par de la lumière pure. Maintenant, évidemment, quand on est sur Terre, ben, cette structure énergétique qui est la nôtre, ben, elle va colorer, elle va se colorer par des informations psycho-émotionnelles qui vont se manifester tout doucement dans notre vie. Et ces informations psycho-émotionnelles vont créer comme des habitudes, des programmations, des limitations qui vont faire que cette forme de cohérence que j'avais au départ, ben, je vais m'en éloigner. Pourquoi je m'en éloigner? Ben, tout simplement parce que je n'aurai pas la maturité requise pour être capable de faire face à des stimuli extérieurs qui vont m'obliger à développer des mauvaises habitudes et des mauvais comportements avec moi-même. Et c'est ça, évidemment, qui n'est pas facile à comprendre, c'est que dans le cheminement d'une vie, ben, notre apprentissage, c'est d'apprendre à devenir responsable de ces manifestations-là, de ne plus les subir et de ne plus se voir comme une victime plutôt. Hein, c'est de commencer à prendre conscience que moi, j'ai une position à adopter pour être capable de faire face à ces stimuli extérieurs-là et à m'adapter de la façon la plus saine possible pour que je puisse évoluer et progresser. Parce que si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer?
je vais me rigidifier, je vais développer des tensions émotionnelles, des tensions mentales. Je vais donc, à ce moment-là, me désorganiser au niveau de ma cohérence cardiaque aussi. Je vais redevenir tendu. Et cette tension-là, on le comprend quelque part, c'est ce qui nous amène à perdre notre position de témoin. Et c'est cette position de témoin qui nous amène aussi à perdre donc toute cette cohérence qui va être favorable à la santé et au non-vieillissement également. Donc, il n'y a toujours pas de questions, c'est bon. Alors évidemment, ce n'est pas nécessairement facile. On en est bien conscient quelque part de tout ça. Puis on comprend évidemment que le processus de la santé, c'est que moi, aujourd'hui, mon potentiel santé peut être d'un certain niveau aujourd'hui. La question que je pourrais me poser, c'est de quelle façon que je peux m'accompagner pour que ce potentiel santé que j'ai aujourd'hui puisse être meilleur ou en tout cas être stable ou en tout cas s'augmenter à mesure que j'avance dans le temps. Alors, c'est ça, quelque part, qu'on peut chacun se poser. Puis, ce qui m'a amené, moi, à développer dans les lectures intuitives que j'ai faites, l'observation des champs d'énergie et de constater qu'il y avait des gens qui avaient un potentiel santé optimal, c'est-à-dire un champ d'énergie, un champ de lumière, finalement. Un champ de lumière, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre, évidemment, que quand on parle d'un champ d'énergie autour de soi, on doit comprendre que c'est mes cellules qui absorbent et qui remettent de la lumière, des influx cosmiques, etc. Et que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, ce que je vois, c'est sa physiologie, en quelque sorte. Donc, quand j'observe ça, ça veut donc dire finalement que je peux donc constater qu'il y a des gens qui ont un potentiel santé optimal parce qu'ils ont un champ de lumière très, très rayonnant et très lumineux. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas d'obstacles, tout semble bien fonctionner. C'est super. Ils ont un potentiel santé optimal, donc ils vont moins vieillir que d'autres gens. OK? Ça, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et évidemment, il y a donc des déséquilibres qui vont nous éloigner de ce potentiel santé-là. Et par exemple, il y a des gens qui vont vivre des émotions gelées. Alors, des émotions gelées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vécu un traumatisme. C'est souvent des traumatismes assez violents. Par exemple, je pense à l'image d'un viol. Une femme qui se fait violer, ou même un homme, quel que soit, c'est une position traumatisante, ou dans une situation de guerre où on risque notre vie. C'est des situations traumatisantes qui font qu'on est incapable de gérer des situations de cet ordre-là parce qu'on est dans un état de survie. On risque de mourir. Et dans des conditions comme celle-là, notre corps, pour se protéger, il va couper contact. Il va carrément geler. On parle d'émotions gelées, on parle également de paralysie du système immunitaire dans ces conditions-là. Et c'est souvent relié à ce qu'on appelle un désalignement. Le désalignement est provoqué par quoi? Bien, par le fait qu'il y a une région de mon corps qui s'est paralysée. Donc, comme elle s'est paralysée, la lumière, finalement, qui était émise et qui était absorbée et qui était réémise à cet endroit-là, va se trouver effectivement absente parce qu'il y a une paralysie qui va faire que le champ énergétique va sembler apparaître comme un peu désaligné, dû au fait qu'il y a cette absence-là. Alors ça, c'est un des états qui peut se vivre et on comprend évidemment que si on veut, à quelque part, augmenter notre potentiel santé et favoriser donc le non-vieillissement, ben, on doit aller explorer ces régions-là. Hein. Si, maintenant qu'on a des régions qui sont comme ça, ben, on doit apprendre à les explorer. Comment va-t-on faire ça? Bien, évidemment, c'est à travers justement la pratique intuitive. La pratique intuitive, elle repose sur une dynamique. Ce n'est pas passif être désireux d'être dans un accompagnement énergétique avec nous-mêmes ou avec un partenaire, on ne fait pas passer du tout. Je vous explique. Tantôt, j'ai parlé de la cohérence cardiaque. C'est une première exercice que je vous invitais à faire. Le deuxième exercice que je vous inviterai à faire, évidemment, que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait, ont déjà expérimenté, c'est quand même connu, c'est la pratique de l'ancrage ou de l'enracinement. Alors, cette pratique-là, pourquoi elle est intéressante? Elle est intéressante parce qu'après qu'on ait pris le temps de faire cette fameuse cohérence cardiaque, qui nous a permis de nous détendre, qui a permis justement de retrouver notre parasympathique, de retrouver une détente au niveau du nerf vague, de nous permettre justement d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre mental, d'être dans une position plus favorable pour faire face à la vie. Dans ces conditions-là, ben, on va être dans une position beaucoup plus réceptive pour aller puiser l'énergie de la Terre, se connecter avec l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, finalement, c'est un champ électromagnétique qu'on appelle le champ Schumann. Et c'est important, quelque part, de comprendre que ce champ Schumann-là, quelque part, il est étroitement relié à la santé. Si quelqu'un, il y a des recherches qui ont été faites, hein, qui ont mis en évidence justement que quelqu'un qui est dans une ville, par exemple, va être moins en connexion avec ce champ électromagnétique-là que des gens qui sont dans la nature. Donc, évidemment, on est plus ou moins exposé à ce champ électromagnétique-là. D'une part, parce que la planète Terre produit ce champ électromagnétique-là plus facilement dans la nature que dans une ville, par exemple, mais d'autre part aussi,
si moi je suis réceptif à cette énergie tellurique-là de la Terre ou pas. Par exemple, si je ne suis pas dans mon rythme à moi, mon rythme biologique. Et si je ne suis pas dans mon rythme biologique, ben, l'énergie tellurique de la Terre, ben, je peux moins l'accueillir. Si je suis dans une position où je ne m'aime pas, ben encore là, je peux rejeter l'énergie de la Terre parce que l'énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle circule dans mon corps. Pourquoi? Elle circule dans mon corps pour me donner de la vie, me donner de la nourriture de vie. Si moi, je n'aime pas ma vie ou je ne veux pas me connecter avec mes jambes parce que justement, j'ai pas envie d'exister sur Terre, OK? Comme je devrais le faire parce que quelque part, j'ai des résistances X, Y, Z, mais évidemment, cette énergie de la Terre ne pourra pas se manifester si facilement que ça. Donc, on comprend ici que la pratique de l'ancrage, c'est comme ça fait partie un peu d'hygiène de vie, un peu comme la cohérence cardiaque. C'est une pratique qui nous permet de retrouver la connexion avec l'énergie de la Terre, pour justement constater que cette énergie de la Terre, lorsqu'elle est présente, elle va circuler en moi, dans mon corps. Et elle va partir donc de mes pieds, puis elle va remonter idéalement jusqu'à mon chakra du cœur. Je vais vous expliquer pourquoi on s'arrête au niveau du chakra, parce qu'on pourrait continuer jusqu'au sommet de la tête. Mais la connexion au niveau de l'énergie de la Terre, au niveau du cœur, c'est d'apprendre justement à retrouver une position de verticalité. Il y a une expression qui dit tomber amoureuse ou tomber amoureux. Alors, tomber, c'est perdre de pied. D'accord? Alors, perte de pied, ça veut donc dire que mon bas de corps, donc mes pieds, mes jambes, mes chakras, racines, sacrées, solaires, cœur, sont les quatre énergies qui vont me soutenir pour me tenir debout. Alors, quand je tombe, tomber amoureux, c'est une expression, mais c'est une expression qui est intéressante. Parce que quand on dit je suis tombé en amour, ça fait souvent référence à j'ai perdu pied. Hein? Je n'ai pas pu me contrôler, je n'ai pas pu me contenir. Elle était trop belle, il était trop beau. Bon, j'ai craqué. Tu vois, on tombe véritablement, on perd pouvoir. Donc, la pratique de l'ancrage, de l'enracinement, c'est de rétablir ce pouvoir-là. C'est donc de finalement pouvoir envisager qu'on puisse être en amour avec quelqu'un, d'accord, mais pourquoi tomber? Non, je n'ai pas besoin de tomber, je peux très bien assumer que je suis là, l'autre personne est là et je peux partager avec elle des choses ou ne pas partager, mais je suis dans une position où j'assume qui je suis. Donc, l'enracinement est là pour, dans un premier temps, nous permettre de retrouver ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, évidemment, se bâtit à travers donc, nos jambes qui sont directement reliées au parasympathique, entre autres. Hein. Et en médecine chinoise, on va souvent faire référence à l'énergie du yin qui est associée à nos jambes. Le yin, qu'est-ce que c'est? C'est les liquides dans notre corps qui créent de la densité. Cette densité-là, quelque part, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle nous permet de descendre dans nos pieds, dans nos jambes, avec encore plus de force et de cette façon être plus capable d'absorber de l'énergie de la Terre, l'énergie du champ Schumann que la Terre produit, pour être capable d'emmagasiner de l'énergie en moi, pour être capable de récupérer de l'énergie, pour être de plus en plus en forme, et que j'accumule de l'énergie tellement, tellement, tellement que je sois pleine de ressources énergétiques. Donc, c'est pour ça que c'est si important, évidemment, de boire de l'eau. Hein, puis on va y revenir, évidemment, mais de boire de l'eau parce que justement, le yin, c'est les liquides, hein, dans ce sens-là. Puis évidemment, l'ancrage est vraiment important puisque ça nous permet de retrouver un rythme qui va faire que justement, nos fonctions biologiques vont être respectées dans notre cheminement. Donc, c'est pour ça que je vais donc encourager l'ancrage pour justement cette connexion avec les jambes. Et les quatre premiers chakras, bien évidemment, c'est la sécurité, les besoins affectifs, l'affirmation et la capacité à s'aimer. Et ces quatre premiers chakras-là, quelque part, en faisant un travail énergétique où l'énergie de la Terre circule à travers chacun d'eux, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on accumulait une densité énergétique. Et cette densité énergétique nous permettait donc de nous retrouver dans une position de verticalité, où on assume notre position d'adulte. La position d'adulte, c'est quelqu'un qui ne tombe pas, c'est quelqu'un qui se tient debout et qui assume justement sa puissance d'adulte. En tant que femme, en tant qu'homme, sa puissance d'adulte. Et c'est pour ça que l'ancrage va être souvent encouragé, puisqu'il va nous permettre de nous ressourcer aussi à travers cela, puisque ça vient recharger nos batteries. Ça va nous aider justement à avoir plus d'énergie pour faire face à notre vie, puis aux difficultés de la vie, etc., qui peuvent se manifester. Donc, c'est pour ça que la relation avec l'énergie de la Terre est très importante et que quand on est dans une position d'adulte au niveau de la région du cœur, on va faire venir à nous l'énergie du ciel qui provient des planètes, des étoiles, de l'infiniment grand, et on va la faire descendre à travers nous. Pourquoi on va faire ça? Mais parce que dans cette position d'adulte que je suis, j'ai envie, quelque part, d'être accompagné par quelque chose de plus grand que moi. Le plus grand que moi, bien évidemment, c'est cette intelligence, cette sagesse intelligente qui anime l'univers et que dans la démarche intuitive, on cherche à développer. Cette sagesse intelligente, lorsqu'elle se manifeste à moi, ben, elle me permet justement
d'éveiller, en fin de compte, mes glandes supérieures, la glande pinéale, entre autres, hein, qui est reliée donc au développement intuitif. Et ça permet aussi d'équilibrer mes deux hémisphères cérébraux en comprenant bien alors que l'intuition et la raison ont tous les deux leur place, ils ont tous les deux de l'importance et tous les deux doivent exister en moi pour que j'apprenne justement à développer la position de témoin. Et cette position des témoins va me permettre justement de pouvoir développer, activer mes sens, mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, la peau de mon visage, pour que tous mes sens soient stimulés, pour que ma démarche intuitive puisse être animée par tous ces sens-là. Et elles vont descendre au niveau de la gorge pour permettre justement une expression juste de moi-même. Et ensuite, on va se retrouver au niveau du cœur pour créer donc un certain soleil rayonnant lumineux dans mon cœur. C'est ce soleil rayonnant lumineux qui va me permettre ensuite de pouvoir voyager en moi pour faire une démarche justement d'auto-guérison sur mon être. Il y a une question ici qui m'est demandée par Régine. Bonsoir Régine. Alors, quel est l'intérêt de rallonger le temps de l'expire en cohérence cardiaque? Est-ce que faire une pause de X secondes entre inspire et expire apporte un plus ou non? Ben, je t'avoue que moi, je vais te dire quelque part ce que j'en sais. C'est que dans la cohérence cardiaque, on parle de 5-5 normalement. 5 inspire, 5 expiration. Et puis moi, j'ai constaté effectivement qu'il y a des recherches en France, en Europe, hein, qui ont démontré que lorsque une expiration est plus longue que l'inspiration, c'est plus efficace. C'est plus difficile à faire, mais c'est la technique que je parle de 3-6, c'est une technique finalement qui provient des techniques de pranayama yogique. Ça demande évidemment qu'on prenne 3 secondes d'inspiration, puis pour faire les 6 secondes d'expiration, souvent, on va mettre la langue sous le palais pour favoriser l'expiration. Alors, au début, vous allez voir que ce n'est pas facile de faire 3, 6. Vous allez avoir de la difficulté au début, mais c'est de la rééducation que vous êtes en train de faire. Ça demande un effort. C'est comme un exercice physique, finalement. C'est quelque chose qu'on apprend justement à amener notre corps à s'abaisser, à se détendre et à changer sa condition. Et c'est pour ça que ça demande donc un certain effort. Et c'est pour cette raison-là qu'on va procéder comme ça. Est-ce que faire une pause de X secondes entre inspire et expire apporte un plus ou non? Ça, je t'avoue que je ne connais pas je pense que dans la technique de pranayama, il y a sûrement des techniques de cet ordre-là, mais le 3-6, c'est une technique reconnue en pranayama et qui est excellente pour se préparer à une méditation. Donc, une méditation, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, par exemple, la pratique d'ancrage ou d'enracinement. Moi, je pense que ça peut être une excellente façon de faire et que ces deux éléments-là ensemble, combinés ensemble, bien, vont favoriser justement un processus de régénération intéressant pour activer notre potentiel santé, justement. Rapidement, je vais simplement peut-être vous dire à quelque part, donc, il y a d'autres conditions énergétiques. Je vous ai parlé du désalignement, de l'équilibre. Il y a donc l'hyperactif, qui est un champ énergétique qui dépense de l'énergie inutilement. Alors, évidemment, vous comprendrez que quand on est dans cette position où on dépense de l'énergie inutilement, qu'est-ce que ça va favoriser? Entre autres, c'est l'inflammation, parce qu'à force de dépenser de l'énergie inutilement, on s'assèche, on crée des processus inflammatoires. Les processus inflammatoires chroniques vont entraîner le vieillissement. Alors donc, évidemment, il y a le stress oxydatif aussi qui vient avec ça. Donc, tout ça, quelque part, va faire que ce processus d'hyperactivité va contribuer, évidemment, donc, à un vieillissement. Pourquoi on devient hyperactif? Bien, parce qu'on a une énergie de combat. On est sur Terre et au lieu d'être on n'a pas les émotions gelées, on est plutôt dans une position où on se dit, je veux exister. Et comme je veux exister, la façon d'exister sur Terre, c'est comment? C'est en fonçant dans le tas, comme on dit. C'est en étant dans l'hyperactivité, dans l'expression de qui je suis dans le monde terrestre. Je veux exister, je veux que les gens me voient. Donc, l'hyperactivité va favoriser ça. Souvent, quand c'est mal géré, bien évidemment, on dépense de l'énergie inutilement. Et c'est sûr que c'est ça qui va contribuer donc à une situation donc de dépenses énergétiques inutiles qui peut tendre vers la surcharge et l'épuisement, qui sont des conditions où le champ énergétique va être hyperactif, mais d'une façon où il y a des zones d'affaiblissement qui vont apparaître. Et ces zones d'affaiblissement, ben, c'est des zones où il y a de l'inflammation, souvent, et de l'assèchement. Et que c'est là, évidemment, qu'on va commencer justement donc à développer, à amoindrir notre potentiel santé, etc. Il y a aussi, évidemment, l'hypoactivité qui est plutôt dans l'esprit de fuite. L'esprit de fuite, c'est quoi? C'est que moi,
plutôt que de vouloir m'incarner, de vouloir prendre ma place dans la vie, je vais plutôt me mettre en retrait et je vais quelque part très, très contrôler les gestes que je vais faire parce que je vais fonctionner en dessous de mes capacités. J'ai peur, j'ai pas envie qu'on me voit trop parce que j'ai peur des dangers qui pourraient en résulter. Donc, je vais fonctionner en dessous de mes capacités. Donc, j'y vais très, très lentement. Et je vais donc avoir tendance à aller en dessous de mes capacités. Donc, ça va entraîner de la congestion dans mon corps. Et cette accumulation-là, bien évidemment, va entraîner de la surcharge, donc de l'encrassement dans mon corps, et va favoriser, donc, évidemment, le risque d'accumulation, donc de cristallisation dans le corps. Donc, on peut penser à des tumeurs, des choses comme ça, par exemple. OK? Alors, évidemment, ce n'est pas des règles que je viens de vous donner, mais c'est pour vous faire comprendre que l'observation du champ énergétique nous permet de comprendre le processus de vieillissement avant même que la maladie arrive. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir et qui est dans une position de congestion très avancée dans son corps et qui se dit en santé, ben moi, je suis obligé de lui faire des recommandations pour, à quelque part, lui faire valoir justement qu'il y a un risque élevé et que si elle reste dans cet état-là, qu'il puisse se développer des maladies, puis son corps vieillisse inévitablement, hein, bien sûr, à travers le manque de gestion de tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour vous parler des conditions énergétiques un peu rapidement, mais quand même, ça vous donne, je pense, une idée globale des grandes conditions énergétiques qui sont associées à ça. Puis évidemment, un autre élément qu'on retrouve beaucoup dans l'appareil du cardium et qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de nouvelles façons de concevoir la santé, c'est qu'on va souvent parler d'un âge biologique versus un âge chronologique. Alors, l'âge chronologique, c'est l'âge que j'ai. Je suis né à telle année, puis j'ai un certain âge. Bon, comme chacun d'entre nous, nous avons cette réalité-là. Maintenant, l'âge biologique, c'est la mesure du corps qui permet de déterminer le niveau de vieillissement du corps ou le niveau de régénération du corps. Alors, quelqu'un qui peut avoir 60 ans, ben, elle peut avoir 80 ans d'âge biologique ou elle peut en avoir 45. OK? Ça veut donc dire finalement que selon les circonstances, les situations, si j'apprends à bien gérer ma santé, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans un mois. Si pendant un mois, 25 jours de mon mois, j'avais 80 ans, alors que j'en ai 60 ans, j'ai 80 ans. OK? Donc, à quelque part, j'ai donc un vieillissement de 20 ans trop élevé. Hein? Donc, à quelque part, puis les 10 autres jours, j'ai 45 ans j'ai réussi à me gérer. OK? Ça veut donc dire quelque part, j'ai un processus de vieillissement. OK? Ça veut donc dire que journalièrement, c'est ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que journalièrement, on peut donc être attentif à notre potentiel santé, puis on peut pratiquer journalièrement des pratiques qui favorisent la santé et qui nous permettent justement de pouvoir avoir une meilleure gestion de cet âge biologique, qu'on soit capable de se rapprocher d'un âge qui soit finalement favorable à la régénération plutôt que favorable au vieillissement. Et c'est ça qui est important. Puis c'est quelque chose, évidemment, qui est malheureusement pas tellement développé dans notre vision de la médecine et de la santé. On a tendance à quelque part à attendre qu'on soit malade. Tu n'es pas malade, reviens me voir quand tu seras malade, parce que je ne trouve rien. C'est souvent des choses qu'on a pu entendre dire de la médecine. Je ne suis pas en train de critiquer la médecine d'aucune façon, mais je suis en train quand même de rappeler à quelque part qu'à chacun d'entre nous, on doit aussi développer une expertise envers notre propre corps, notre propre santé, parce que si on attend que la médecine la fasse à notre place, bien, quelque part, elle a des capacités, mais elle a aussi des faiblesses, et que nous, bien, on peut peut-être apprendre justement à compenser ces faiblesses-là en apprenant à mieux gérer notre état de santé. Et évidemment, donc, l'ancrage est une belle façon, je pense, de pratiquer. Donc, cohérence cardiaque, ancrage, ce seraient les deux recommandations que moi je vous ferais, qui vous permettraient donc sans doute d'améliorer cet âge biologique-là. L'autre aspect, évidemment, dont je voulais vous parler, c'est que l'aspect de déprogrammation veut donc dire quelque part qu'on a ces fameuses mémoires qui sont dans notre champ énergétique et c'est souvent associé à des croyances limitantes qui sont souvent figées dans notre conscience et qui nous empêchent à quelque part d'envisager à quelque part le meilleur pour nous, finalement. Alors souvent, par exemple, moi j'ai vu des gens qui ont un certain âge, qui ont peut-être 60 ans, par exemple, qui me disent, ah ben, tu sais, maintenant je suis rendu vieux, je ne peux plus me permettre de faire telle chose. Et quand on les écoute, c'est pas qu'ils sont plus capables de faire ces choses-là, c'est qu'ils se sont identifiés à l'idée ils étaient rendus vieux et que parce qu'ils étaient rendus vieux, ben, quelque part, ils pouvaient plus être jeunes finalement. Ils ne pouvaient plus se comporter comme des jeunes. Alors, évidemment, il y a des nuances. Hein, je ne dis pas qu'il faudrait se comporter comme un jeune lorsqu'on est plus âgé, mais on doit certainement se libérer quelque part de cette impression que les choses qui nous sont interdites
parce qu'on a un certain âge. Et ça, c'est souvent associé à la société et aux croyances sociales qui sont associées à cela. Puis évidemment, il y a aussi les croyances qu'on a développées nous-mêmes dans notre propre vie, hein. Si on a vu notre mère toujours nous dire quelque part que vieillir, c'était l'enfer, puis que, bon, on va peut-être être nous-mêmes colorés par ça, puis on va peut-être avoir cette espèce de même croyances qui vont nous empêcher de pouvoir envisager le vieillissement comme quelque chose qui peut être quand même une expérience qui peut être évolutive et régénérescente. Quand même, on peut arriver à trouver un plaisir dans cette période-là, c'est ça que je veux dire. Donc, puis évidemment, il y a toutes les mémoires quelque part qui sont reliées donc à notre histoire personnelle et qui vont nous empêcher d'être en accord avec nous-mêmes. Et cette fameuse cohérence dont je parlais tout à l'heure, c'est certain que quand on a pris le temps de faire un enracinement, on peut apprendre donc, justement, donc, quand on a développé cette connexion avec la Terre et le ciel, avec notre soleil rayonnant lumineux, on peut apprendre évidemment à voyager en soi. Alors, c'est ça que la pratique de la pleine conscience intuitive invite à faire, c'est de reconnaître que l'imaginaire, c'est un véhicule et que ce véhicule me permet de mettre ma conscience dedans et de voyager dans mon propre corps et de voyager vers le corps d'une autre personne, hein, puisqu'évidemment, la pratique de la pleine conscience intuitive s'applique sur soi, s'applique vers les autres. Mais évidemment, quand il s'agit de pratiquer sur soi, souvent ce qu'on néglige, et j'en suis le premier à le dire, hein, on peut facilement négliger quelque part cette relation qu'on a avec nous-mêmes. Et, et c'est là quelque part qu'on tend quelque part à négliger un tas de choses, hein, c'est-à-dire quelles sont mes pensées, hein, est-ce que j'ai des pensées qui sont constructives aujourd'hui? Est-ce que j'ai des émotions qui m'ont été constructives, qui m'ont été évolutives? Est-ce que ma vitalité, quelque part, j'ai su justement bien la gérer? Mon corps, est-ce que j'ai su à quelque part bien le soigner? Alors, vous voyez, c'est toutes des petites choses qui sont simples, mais à travers ces exercices qui demandent du temps, hein, prendre l'ancrage, par exemple, un bon ancrage, ce n'est pas 5 minutes, là. Un ancrage de qualité va prendre souvent 15 minutes. La cohérence cardiaque, ça va prendre 5 minutes. Donc, on peut certainement penser qu'un 20 minutes minimum par jour est nécessaire pour prendre le temps de faire cette préparation-là que je viens de vous proposer, que vous n'êtes pas obligé de faire, mais que je vous propose qui pourrait donc avoir une incidence sur votre situation de santé. Vous pouvez avoir un petit journal intime, évidemment, dans lequel vous pouvez prendre le temps de noter quelque part comment vous avez géré votre être aujourd'hui dans la journée, hein. À la fin de la journée, vous pouvez prendre le temps de gérer. Au début de la journée, vous définissez ce que vous souhaitez faire de la journée. Puis à la fin de la journée, vous pouvez prendre le temps de poser un regard sur comment ça s'est passé et tout ça, et qu'est-ce que vous pourriez faire le lendemain pour chercher à améliorer la chose, etc. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu ça que j'avais envie de vous parler concernant cette deuxième clé-là. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est l'ancrage qui relie à cette clé-là. Évidemment, la déprogrammation, c'est se libérer du connu. Se libérer du connu, ça demande quoi? Mais ça demande justement de changer notre relation avec nous-mêmes. La cohérence cardiaque et l'ancrage sont deux façons, à quelque part, de changer notre condition. Pourquoi je dis ça? Si moi, quelque part, j'ai tendance à ne pas avoir de jambes, et que je pratique la cohérence cardiaque et l'ancrage, qu'est-ce qui va arriver? Je vais développer une connexion avec mes jambes. Je vais changer ma condition. Cette condition va emmener des pensées différentes, des émotions différentes, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir poser une position de transformation qui va m'être favorable. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Donc, j'ai une troisième clé à vous parler. Si vous avez des questions, des interrogations, vous me le faites savoir, n'hésitez pas. Donc, la troisième clé, c'est concernant la nutrition vibratoire et alimentation intuitive. Alors, ça va être assez court, cette partie-là, parce que je ne veux pas aborder le sujet de l'alimentation, qui n'est pas une spécialité que j'ai, mais je vais quand même vous dire des choses à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui a été découvert avec l'alimentation, d'une part, c'est qu'on a découvert qu'un aliment pouvait être lumineux. C'est-à-dire, il y a des appareils qui mesurent la lumière d'un aliment. Tout comme moi, je suis un être de lumière, il y a des appareils qui mesurent le rayonnement lumineux de mon corps. OK? C'est des appareils qui ont été développés par un physicien, un POP, et qui ont été peu développés, peu commercialisés ou peu valorisés jusqu'à maintenant. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant dans tout ça. Et ce même monsieur-là a pris le temps de mesurer la lumière des pommes biologiques, des pommes non biologiques, de faire la différence. Il constatait quelque part que la qualité d'un aliment est déterminée par la lumière de l'aliment. C'est-à-dire que plus l'aliment emmagasine la lumière, plus l'aliment, quelque part, est porteur d'une énergie et donc plus assimilable par le corps humain. Et lui disait qu'un jour, l'alimentation, ben, elle va être bâtie sur la qualité lumineuse des aliments. Ça va être ça qui va déterminer la qualité. Ce n'est pas les vitamines, ça va être la lumière qui anime les aliments. Donc, évidemment, ça, c'était une idée qu'il émettait, mais qui est quand même intéressante. Et ça veut donc dire, quelque part, mais quand on se... Il y a des choses très simples concernant la nutrition ou l'alimentation. La première chose, c'est
qu'est-ce que je mange? Ben, quelque part, qu'est-ce que je mange? C'est le mange le plus naturel possible. Hein, c'est-à-dire que si j'achète des produits tout faits au commerce, ben, je peux prendre le temps de regarder les ingrédients. Et si je regarde qu'il y a 25 produits que je ne connais pas, puis que je ne sais même pas ce que c'est, qui m'ont l'air des produits chimiques, ben, je peux me questionner à savoir si ça vaut vraiment la peine que ce produit-là, je me l'achète. Hein, parce que quelque part, j'aurais peut-être avantage à acheter un produit dans lequel je reconnais les ingrédients puis qu'il y en a peu dedans. Hein, moins d'ingrédients dans un produit tout fait, mieux, plus c'est un signe que le produit naturel. Évidemment, si je me nourris de fruits, de légumes, de produits frais, etc., ben, je vais donc augmenter quelque part ma qualité énergétique. Donc, c'est des évidences, ce que je vous dis. Mais en même temps, puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant à connaître concernant cette alimentation-là, c'est que si on fait attention à notre alimentation, par exemple, on mange beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, de la bonne huile d'olive, etc., par exemple, on a constaté on modifiait notre processus de vieillissement. On constatait quelque part que les téléomères, dont je vais vous parler un peu plus tard, qui sont des petites structures autour des chromosomes, sont des structures quelque part ont découvert que la longueur des filaments qui sont associés au télomère sont associés donc à un processus de vieillissement. C'est-à-dire que plus une personne a des longs filaments, plus la personne a un processus de vieillissement, elle a un processus de vie qui est plus élevé qu'une personne qui a donc ces petits filaments-là plus courts. Okay? Et ils ont constaté que par l'alimentation, simplement en se nourrissant bien, on pouvait justement modifier ça. Ils ont pu constater ça aussi par des sports. Le sport également peut avoir une incidence là-dessus, donc c'est intéressant. Et la méditation. Et ça, c'est intéressant de comprendre justement que la pratique de l'ancrage, de la cohérence cardiaque, c'est pour moi quelque part des formes de méditation. Puis évidemment, on peut donc faire attention à notre alimentation et évidemment faire des activités physiques. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut donc dire quelque part prendre soin de son corps finalement. Hein? On peut dire ça comme ça. C'est tous des éléments qui vont contribuer, encore une fois, à favoriser donc un non-vieillissement, puis aussi augmenter notre potentiel santé. Il y a aussi le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est très fortement valorisé actuellement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, pour faire une histoire très courte à ce sujet-là, parce que je ne suis pas expert non plus de ça, maintenant, on va faire des moments, des longues périodes où on ne mangera pas. Par exemple, je me couche, j'arrête de manger à 6 heures le soir et je ne mangerai pas avant 6 heures le matin, par exemple. C'est une façon de faire un jeûne intermittent. Il y a plusieurs autres façons de faire, mais ce qu'ils ont constaté, c'est que en faisant ces périodes de jeûne courtes, là, quand même, le corps, quelque part, lui, finalement, expérimente entre guillemets la faim, puis il remet en circulation et un certain nombre de processus physiologiques qui font effectivement que le corps ben, se régénère mieux en faisant ce genre de situation, ce genre de jeûne intermittent-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer. L'autre chose que j'aimerais peut-être vous dire, c'est que la qualité de l'eau. Alors, je pense qu'en France, vous avez vu, hein, je pense que ça a passé en France, il me semble, hein, que je ne m'appelle plus c'était quelle compagnie qui avait de l'eau de source dans laquelle ils ont trouvé des déchets qui n'étaient pas très, très heureux, qui se retrouvaient dans l'eau de ces eaux, pourtant qu'on achetait en bouteille et qu'on avait l'impression que c'était des eaux de source, etc. Donc, la qualité de l'eau est très importante, évidemment aussi. Et il existe des appareils. Dont, il y en a un que j'ai découvert hier, justement, que j'ai vu une vidéo, et je vous enverrai quand je donnerai les replays, je vous enverrai l'information. J'ai pas une grande connaissance de cet appareil-là, mais j'ai trouvé que ça avait l'air très intéressant. Et je suis trouvé intéressé à découvrir quelque part de quelle façon qu'on peut traiter l'eau d'une façon qui soit la plus valable possible. Mais ça m'apparaissait vraiment intéressant, ce produit-là. Donc, je vous l'enverrai en lien avec le replay. Donc, la qualité de l'eau, bien évidemment, c'est sûr que si vous avez la chance de pouvoir utiliser des processus, des procédés pour nettoyer, pour purifier l'eau que vous avez de l'eau du robinet, il y a un osmoseur, effectivement, qui purifie bien l'eau, mais il y a d'autres façons. J'enverrai l'article de cette dame-là, quelque part, qui est très intéressante et qui propose un système d'eau qui est assez valable. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je suis simplement en train de vous informer que, ah, tiens, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a plusieurs façons. Il y a des machines qui oxygènent l'eau. Il y a également une chose à laquelle je me suis intéressé beaucoup, moi, c'est sur les transferts d'informations, c'est-à-dire qu'il existe des supports en bois, des supports en métal qui ont été informés
et on met, par exemple, une bouteille de vin sur un tel support ou de l'eau. Et évidemment, cette matière-là va transmettre de l'information énergétique pour équilibrer l'eau, pour l'oxygéner, par exemple. Alors, c'est des choses évidemment qui sont controversées que je vous parle, mais c'est quand même des choses intéressantes. Ça touche beaucoup la médecine quantique. La médecine quantique, bien évidemment, ce n'est pas reconnu comme une science parce que quelque part, il y a beaucoup de commerce autour de ça. Et évidemment, mais ça fait quand même plusieurs années, il y a une compagnie qui s'appelle Plocher, entre autres, qui est une compagnie allemande qui avait développé ce concept-là de support, justement, énergétique important. Donc, je pense que c'est quelque chose qui mérite finalement qu'on y porte attention à ce genre de façon de faire-là, évidemment. Donc, pour ceux qui veulent prendre de la bonne eau, ben, quelque part, euh, purifier son eau, lui donner de l'information énergétique, c'est souvent quelque chose qui est reconnu dans les gens qui vont en parler, et j'enverrai l'information à ce sujet-là. Donc, évidemment, il y a des bijoux à quelque part ou des produits de cuir. Moi, j'avais développé un livre qui s'appelle Une santé de cuir qui parle de bandes de cuir qu'on met sur soi pour augmenter la circulation énergétique. Donc, évidemment, ça ne change pas le monde, mais ça contribue évidemment à augmenter notre énergie vitale. Il y a les tachyons également, qui sont des bijoux qui sont dans le commerce, à laquelle on doit faire attention parce on peut les mettre au cou, mais on peut les mettre au poignet, on peut les mettre aux chevilles, selon le besoin qu'ils ont dans notre corps. Ça peut être intéressant de les utiliser de la façon la plus intéressante. Donc, ça, c'était pour donc, le petit volet, le troisième volet. Alors, évidemment, l'exercice que moi je vous proposerais, justement, c'est choisir l'alimentation se reliant à la qualité énergétique des aliments. On va dans une épicerie, puis plutôt que d'y aller selon simplement qu'est-ce qu'on voit visuellement, qui n'est pas une mauvaise idée, hein, de prendre le temps peut-être de justement regarder qu'est-ce que je sens de ce légume-là, de ce fruit-là, de ce produit-là, de ce mets-là qui a été conçu. Vous voyez, de prendre le temps de poser un regard, de simplement vous relier au produit, puis sentir si l'énergie que ce produit émet est une énergie à quelque part qui vous est favorable ou pas. Ce serait peut-être un petit exercice intéressant pour vous apprendre justement à développer une sensibilité envers les aliments, envers bon, tout l'aspect énergétique qui est associé à cela. Que penses-tu des chambres tachyoniques? Je ne peux pas te dire officiellement la chose parce que je ne sais pas de. J'ai vu ça, mais je ne sais pas de quoi il s'agit comme tel. Parce qu'encore là, quand on dit chambre tachyonique, il y a plusieurs façons d'envisager la chose et je ne veux pas m'avancer puisque je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je ne dirai rien. Mais les tachyons, il y a les tachyons, puis aussi les orgonites. Voilà. Les tachyons, c'est des composés qui sont associés, il me semble, donc les tachyons, c'est des particules quantiques à quelque part, hein. Donc, on dit qu'on est arrivé à développer, à augmenter la présence de tachyons. C'est ce qui va favoriser donc un équilibre. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Les orgonites, c'est quelque chose d'assez connu. Vous allez trouver ça dans des salons, des choses comme ça. C'est assez facile à trouver. Et évidemment, vous pourriez donc trouver de ces bijoux-là, quelque part, qui sont énergétiques et qui peuvent avoir un impact aussi au niveau du bien-être dans notre corps. Et ce bien-être-là, bien évidemment, augmente notre qualité. Il y a l'eau Kangen, effectivement, qui est une eau intéressante, qui crée des. Elle crée. Comment dire? Elle coupe l'eau en petits morceaux, il me semble, pour la rendre plus assimilable. Et ça, c'est quand même un autre truc assez intéressant et ça va favoriser. Donc, il y a des gens qui prennent l'eau Kangen qui vont dire que ça les a nettoyés, soignés, guéris. En tout cas, bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, mon objectif n'est pas d'aller en détail là-dessus, mais de vous présenter les options par rapport à ça. Alors, il y a Louise qui me dit les télomères courts sont souvent associés à un vieillissement plus rapide et à un risque accru des maladies chroniques, tandis que les télomères longs peuvent offrir des avantages protecteurs. Alors, évidemment, évidemment, ça, c'est la définition actuelle. Beaucoup de gens vont contester ça parce qu'il n'y a pas encore de démonstration hors de tout doute, hein. Quand on dit que c'est souvent associé à un vieillissement plus rapide, bien, quelque part, il n'y a pas de. Ça ne paraît pas encore quelque chose de très, très étoffé à ce niveau-là. Mais quand même, c'est quelque chose de très intéressant d'envisager quelque part cette idée qu'on puisse, donc, ça me fait penser à l'épigénétique, hein. On peut donc travailler sur les gènes pour favoriser donc des mutations génétiques qui nous sont favorables. Donc, je pense qu'on commence à comprendre qu'aujourd'hui, que tout va très vite et on commence à comprendre que l'être humain a la capacité, par la lenteur, de développer un pouvoir sur sa santé. Par la lenteur. J'insiste là-dessus. Parce qu'on vient d'une société où tout va rapidement, de plus en plus rapidement. On est tout le temps avec des téléphones cellulaires, on est tout le temps envahi par quelque chose qui nous empêche d'être dans notre espace interne, à notre rythme finalement. Et la lenteur, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est simplement de nous réapproprier le pouvoir de se retrouver dans notre espace intérieur, de ne pas être envahi par quelque chose de l'extérieur,
Parce que quand on est dans notre espace intérieur, on peut vraiment prendre le temps de nettoyer cet espace-là, par la cohérence cardiaque, par l'ancrage, de le nettoyer, de le libérer quelque part de tout ce qui est inutile pour retrouver quelque part cette position de plus grande liberté. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire concernant donc notre troisième clé. La quatrième clé est assez simple, puis en même temps, il y a des choses importantes à dire là-dessus, c'est le sommeil. Alors, évidemment, le sommeil, le repos, l'activité physique, sont des processus qui sont tout à fait normaux, hein, mais en même temps, on sait que le sommeil, c'est quelque chose qui est facilement beaucoup de gens, quelque part, ont des problèmes de sommeil et c'est quelque chose de très fréquent. OK? Et là, moi, je vais essayer de vous présenter une hypothèse un petit peu là-dessus, qui n'est pas une hypothèse, hein, c'est comme un regard de la santé qui peut être intéressant pour justement mieux comprendre de quelle façon qu'on peut améliorer notre sommeil, notre régénération, notre capacité à avoir de l'énergie pour faire des activités physiques, etc., etc. Donc, je vais vous parler de quelque chose que certaines personnes peut-être connaissent, dont j'ai déjà parlé, c'est le processus inflammatoire. Alors, quand on est fatigué, quand on a une journée, on arrive à un moment donné à se dire, ben là, je vais aller me coucher parce que je suis brûlé. C'est un moment où je dis je suis brûlé, c'est parce que j'ai développé de l'acidité dans mon corps à un point tel que mon corps me dit, écoute Sylvain, là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me coucher pour nettoyer mon corps de cette acidité-là, pour me redonner une position plus négative. Parce que l'acidité, c'est des charges positives dans le corps et le corps doit retrouver une position plus négative. Négative, ce sont des ions négatifs. Il faut savoir que la planète Terre, est une masse d'ions négatifs. Et que quand, par exemple, je marche à la rosée du matin, pieds nus, ben, je suis en train de me nettoyer en marchant pieds nus à la rosée du matin parce que les charges positives qui sont dans mon corps sont attirées par la masse que la planète Terre est, qui est plein d'ions négatifs, et ça va me soulager, me dégager. Donc, il faut comprendre que quand on va se coucher, pourquoi on va se coucher? Bien, on va se coucher parce qu'on va aller dormir. C'est déjà une bonne nouvelle. On risque peut-être même de faire des beaux rêves. Donc, une autre bonne nouvelle. On a plein d'excitation à l'idée d'aller se coucher à ce moment-là. Et évidemment, ça ne marche pas. Ça ne peut ne pas marcher. On a peut-être des fois des sommeils plus agités que d'autres, etc. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est que les tissus de notre corps se sont devenus acides. Et acides, ça veut dire qu'ils sont devenus plus solides, ils sont moins liquides. Alors, pendant la nuit, le corps, finalement, va faire un travail de nettoyage pour remettre de la liquidité dans le corps. Et pour faire ça, mais tous les organes de notre corps vont fonctionner pour faire un filtrage, pour nettoyer. Et ça va permettre justement, dans la nuit, de prendre toutes les toxines, tous les éléments quelque part qui ne sont pas, qui sont nuisibles, qui ne sont pas utiles. Le corps va chercher justement à faire un travail de nettoyage pour pouvoir justement s'en dégager, s'en libérer. Comment il va faire ça? Bien évidemment, par la peau. Hein, il va y avoir de la sudation, par exemple, qui peut avoir de la peau. Je peux, par la respiration, me libérer de ça. Je peux uriner, je peux déféquer. Donc, je peux, à travers ces processus-là, évidemment, je vais me retrouver dans un processus où je vais me libérer de cette acidité-là. Alors, cette acidité-là, quelque part, elle est vraiment importante de comprendre parce que ce processus-là de nettoyage de l'acidité va favoriser énormément ma régénération parce que quelque part, je vais avoir un corps qui est beaucoup plus fluide et harmonieux. On va se rapprocher à ce moment-là, évidemment, de la négantropie dans une situation comme celle-là, puisque comme les liquides sont fluides, ben, l'énergie peut circuler facilement. Alors que quand les liquides ne sont pas fluides, ça veut donc dire que le processus inflammatoire, l'acidité est demeurée présente. Et dans ces conditions-là, bien évidemment, il va y avoir des processus pathologiques qui peuvent en résulter, hein, des processus de problèmes de santé qui peuvent en résulter. J'aimerais vous en parler un peu de ces problèmes de santé-là en vous faisant référence à un médecin qui a développé l'homotoxicologie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'homotoxicologie. C'est une façon de soigner avec l'homéopathie en tenant compte de la toxine. Et ce que je vais vous parler, c'est un petit élément de l'homotoxicologie, mais qui est quand même pour moi est très intéressant et qui explique encore plus cette notion du processus inflammatoire, du nettoyage dans notre corps. C'est que pendant la nuit, je vous ai dit qu'on allait nettoyer. Donc, on dit tout va bien. Si on dort bien la nuit, on est nettoyé à 100%, puis notre journée se fait, puis tout va bien, etc. Malheureusement, le corps, quelque part, à travers les années, va accumuler cette acidité-là. Et l'acidité, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va s'accumuler dans les tissus plus ou moins profondément.
Puis évidemment, donc, plus le travail de nettoyage se fait, par exemple, d'ailleurs, c'est pour ça que les jeûnes, par exemple, peuvent être intéressants, parce qu'un jeûne, finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous amène à ne plus de ne plus se nourrir pendant une certaine période de temps, et en ne se nourrissant pas, on va permettre à notre corps, justement, de remettre en circulation ces toxines-là, justement, et il va y avoir un travail d'épuration, de nettoyage qui va se faire. Puis évidemment, on est géré, on est encadré habituellement dans un concept comme cela pour que ça se fasse d'une façon naturelle, d'une façon heureuse et bénéfique et qu'il n'y ait pas de problème qui soit associé à ça. Donc, je vais vous parler des cycles d'inflammation parce que ce monsieur-là, qui s'appelle Regweg, qui a développé le mot toxicologie, il a reconnu quelque part qu'il y avait 6 phases de processus inflammatoires. C'est intéressant de les comprendre. La première, c'est la phase d'excrétion. Alors, la phase d'excrétion, c'est la phase de la santé. C'est-à-dire que moi, je me nourris, puis effectivement, il y a des choses qui sortent de mon corps. J'expulse des choses de mon corps. C'est le processus normal des choses. C'est la phase donc normale de santé, la phase d'excrétion. Ensuite, il y a la phase de réaction qui, elle, va indiquer justement à ce moment-là qu'il y a une forme d'inflammation qui est dans mon corps. C'est-à-dire que mon corps, justement, est en train de faire un travail de nettoyage, justement, pour se libérer de quelque chose. C'est la phase donc d'excrétion. Ensuite, il y a la phase de déposition et la phase d'imprégnation. Ce sont 2 phases dans lesquelles c'est là qu'on va commencer à constater que notre corps commence à avoir comme il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des accumulations de toxines qui se sont manifestées dans notre corps, qu'on n'est plus capable de gérer, et ça commence à s'imprégner, parce que comme on n'est plus capable de les garder en circulation, le seul moyen que le corps a trouvé, c'est de les déposer ailleurs, de les mettre en profondeur, pour ne pas être pris avec. Alors, c'est ça qui va faire que ça va commencer à se déposer plus profondément et ça ne va plus se mettre en circulation. Et évidemment, après ça, il va y avoir, donc, après cette phase de déposition et d'imprégnation-là, il va y avoir ce qu'on appelle la dégénération, c'est-à-dire une phase dans laquelle les toxines viennent à quelque part entraîner des perturbations de plus en plus importantes dans le corps. Et la dernière phase, c'est la néoplasique qui va entraîner donc la forme de cancer, etc. Donc, vous voyez que ce que je viens de vous présenter là, évidemment, c'est comme, on pourrait voir ça comme des couches. La phase d'excrétion, c'est la superficie. Et évidemment, la phase inflammatoire, c'est une profondeur. La phase de déposition, c'en est une autre. La phase d'imprégnation, c'en est une autre. De dégénération, des néoplasiques. Alors, vous voyez, c'est comme si on pouvait voir que les toxines, finalement, dans le corps, quelque part, vont se déposer dans le corps. Et puis que plus on apprend justement à travailler dans la pratique intuitive, à justement faire un travail de soins énergétiques, de déprogrammation, etc., plus on apprend justement à aller en profondeur dans le corps. Je pense que ceux qui pratiquent la pleine conscience intuitive vont tous être d'accord avec moi que quand on pratique, bien évidemment, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des couches. Comme si les couches, bien, quelque part, on pensait avoir finalisé quelque chose. Là, il y a de nouvelles informations qui viennent. On pensait à quelque part que tout est résolu, puis il y a d'autres informations qui arrivent, etc. Comme s'il y avait une espèce de fil d'Ariane, et le fil d'Ariane nous amène à aller de plus en plus en profondeur. Et ça, je pense qu'on retrouve ça dans toutes les thérapies, en quelque sorte, cette idée qu'il y a comme des profondeurs qui sont atteintes dans le cheminement thérapeutique. Et je pense que ce que je viens de vous décrire là, quelque part, ben, met en évidence justement un travail intéressant à explorer, c'est de comprendre quels sont les symptômes dans mon corps. Quels sont les symptômes dans mon corps, c'est quels sont les problèmes de santé que j'ai, et de faire une logique de ce que j'ai dans mon histoire de vie. Qu'est-ce que j'ai eu dans mon histoire de vie, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, et de faire des liens, de voir de quelle façon que ça s'est présenté à moi. Alors, on sait à quelque part que il peut y avoir donc des chaînes causales que j'appelle, moi. Des chaînes causales, c'est que je peux avoir un problème de genou à quelque part où j'ai eu beaucoup d'inflammation, constater quelque part que j'ai un autre problème dans mon épaule, dans lequel j'ai de l'inflammation aussi, mais j'ai aussi des brûlures, j'appelle comment dire, des bobos qui apparaissent. Je constate quelque part que cette épaule-là, ben, je me suis blessé quand j'étais enfant. Tu vois? Et c'est là qu'on commence à comprendre quelque part qu'il peut y avoir des liens. Et ces liens-là, quelque part, contribuent justement à nous dire, OK, de quelle façon que moi, je peux m'accompagner pour favoriser cette libération. Libération de quoi? De l'acidité. Il faut savoir que dans le travail des guérisons, l'acidité, quelque part, c'est quelque chose qu'on va observer dans le champ énergétique par ce qu'on appelle des toxines ou des énergies négatives. C'est-à-dire que dans le champ de lumière d'une personne, on peut constater que dans le champ de lumière d'une personne, il peut y avoir des énergies sombres. Ces énergies sombres, on va avoir le besoin, on va ressentir le besoin de les prendre et de les envoyer vers le sol, comme si on les envoyait vers la planète Terre, qui est pleine d'ions négatifs.
comme si on avait compris quelque part que la planète Terre était capable d'absorber toutes ces charges acides et qu'elle les transformer. Donc, vous voyez quelque part que dans le soin énergétique, quand on fait un soin sur soi quelque part, bien, on peut apprendre justement à explorer dans les profondeurs de notre corps ces différentes phases-là et d'apprendre justement à faire un travail de nettoyage par la lecture intuitive, la déprogramation et les soins d'auto-guérison qui peuvent nous aider justement à faire un travail de plus en plus en profondeur pour nous amener justement à nous libérer. Il y a évidemment la négativation, dont je vais vous parler sommairement. La négativation, c'est se marcher à la rosée du matin et pieds nus. C'est une façon de se négativer, c'est-à-dire qu'on décharge notre acidité dans la terre par cette façon de faire-là. Mais également, il existe également aussi des produits. Moi, j'ai écrit un livre de santé de cuivre qui vous parlait d'un drap de cuivre qui nous permettait de nous relier à la prise de terre dans une maison pour se négativer. Il existe le livre Se connecter vous à la terre, qui est un livre qui a été développé par, je pense, que c'est américain, je ne suis plus certain, qui vous parle également aussi de plaques conductrices qui nous permet justement de décharger notre acidité dans la terre. Alors, c'est une autre façon de faire, mais ce sont toutes des façons de procéder pour nous rendre de plus en plus vivants. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que la pratique intuitive, ben, je pense que c'est celle-là qui va nous rendre conscients et qui va nous rendre plus conscients de la vie qui est en nous et de nous permettre justement de pouvoir cheminer de cette façon-là. Donc, ça, c'était une autre chose. L'activité physique, maintenant, un petit mot pour simplement vous dire que les recherches récentes disent que quand on est un peu plus âgé, mais même, je pense, plus jeune, je pense qu'on peut envisager que l'activité que l'on aime faire, c'est déjà quelque chose hein, qui nous rend heureux, qui nous rend stimulés, qui nous rend joyeux, etc. C'est une chose importante. Mais avec l'âge, qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que l'activité physique qui apportait le plus de bienfaits, c'était le jardinage. Alors, c'est une activité physique, évidemment, qui n'est pas c'est pas tonique comme c'est pas comme jouer au tennis, comme on dit, mais en même temps, c'est quelque chose qui est lent et qui est en relation avec le rythme et dans lequel on est connecté avec la terre. On a les deux pieds, deux mains dans la terre, on se libère de notre acidité et tout ça, ils ont constaté quelque part, c'est ça qui semblait contribuer le plus à régénérer une personne en termes d'activité physique concernant ça. Donc voilà. Ça, c'était ma quatrième clé. Euh, donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, évidemment. Hein. C'est comme avant de se coucher, on peut relaxer. Relaxer de quelle façon? Ben, l'ancrage, la cohérence cardiaque, encore une fois, peut être encore intéressante à mettre en application. Donc, vous voyez qu'on peut le faire plusieurs fois dans une journée. On peut commencer notre journée, la finir aussi, surtout si on a des problèmes de sommeil. Ça peut être une façon de travailler. Manger légèrement le soir, avant par rapport au sommeil. Jeûne intermittent, donc ne pas manger à partir de 6 heures, par exemple, ce serait une belle façon de faire. Des sports réguliers que l'on aime faire, mais pas le faire trop tard le soir. Si on veut un beau sommeil, on aurait à éviter ça. Et ça serait une chose. Marcher à la rosée du matin, pieds nus, si on peut, ou encore avoir ce principe de négativation, un petit appareil qui permet de négativer, ça pourrait être une autre façon de procéder également. Ce serait une troisième proposition que je vous ferais concernant cela. Donc ça, c'était donc pour la quatrième clé. Alors la dernière, bien évidemment, ça concerne un petit peu plus justement, euh, on a pas mal vu quelque part tout ça, mais j'aimerais revenir simplement sur la recherche scientifique qui met en évidence, euh, bon, d'une part, que les cellules de notre corps absorbent et réémettent de la lumière. On est donc un champ de lumière. Je pense que c'est important de comprendre qu'un champ de lumière, ça veut dire quoi? Un champ de lumière qui n'est pas pollué par de l'information, c'est un champ de lumière qui est en santé. Le problème aujourd'hui que l'on vit, c'est que notre champ de lumière n'a jamais été aussi stimulé par un tas de choses. Hein, je suis seul dans ma maison, mais je suis stimulé par mon téléphone cellulaire, par mon iPad, par mon ordinateur, par mon écran de télévision, par plein de stimuli, mais le téléphone, les mails, etc. On est tout le temps stimulé. Donc, certainement qu'il faut quand même envisager quelque part que ce champ de lumière-là, pour qu'il soit dans cette pureté-là, il faut qu'il soit dans un état de pause. Pause, ça veut dire faire des pauses des champs électromagnétiques. Faire des pauses du champ électromagnétique, mais c'est effectivement peut-être finalement être moins connecté tout le temps. Tu vois? Par exemple, la nuit, on peut débrancher notre connexion Internet. Ça peut être une façon de procéder. C'est des exemples que je vous donne. Je ne vous fais des recommandations. Mais c'est certain que ce champ de lumière-là, quelque part aussi, c'est faire des voyages à l'intérieur de celui-ci, par la pratique de la pleine conscience intuitive, d'apprendre justement à
à identifier quelque part comment on se sent. Hein, par exemple, la journée, à quelque part, comment je me sens. Aujourd'hui, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce que je peux faire pour justement m'accompagner pour me sentir mieux, tu vois? De développer cette position où on se laisse pas prendre par des vibes négatives. Les vibes négatives, c'est celles finalement qu'on peut très facilement cultiver et qui nous amènent vers la dépression et qui nous amènent vers quelque chose de figé. Figé dans le sens on n'est pas heureux. On n'est pas heureux aujourd'hui, puis on n'est pas demain, puis on ne sera pas demain non plus, après-demain non plus. Parce que quelque part, ça devient figé. Et la vie, c'est pas figé. La vie, c'est quelque chose c'est des expériences qui passent. Aujourd'hui, je passé un beau moment. Demain, j'ai peut-être un moment autre ce que je vais passer qui peut être agréable, mais il va être différent, et ainsi de suite. On doit accepter les phases de la vie. Et les phases de la vie nous mettent en contact justement avec cette idée que tout est en mouvement. Tout est en mouvement, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis en mouvement, mais je ne suis pas obligé de suivre le mouvement que l'extérieur m'impose. Je peux très bien suivre un mouvement qui est en harmonie avec moi, avec mon besoin à moi. Donc, ça demande une certaine forme de courage, une certaine forme d'individualité, d'oser dire non, et d'oser, quelque part, se donner la permission de reconnaître qu'on a envie de prendre soin de soi. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est quand même important de se rappeler. Évidemment, comment on peut tu vois, comme Sylvie dit, flatter et poser nos mains sur une chat absorbe les ions positifs et libère de l'acidité et de l'inflammation. Ça fonctionne. Ah, mais ça, je n'avais jamais essayé. Il faut dire que je n'ai pas de chat. Alors, donc, on pourrait flatter et poser nos mains sur un chat qui absorbe les ions positifs et libère de l'acidité et de l'inflammation. C'est le chat qui écope, par contre, le machin Sylvie. C'est dommage pour le chat. Bon, là, je blague. Mais je dirais quelque part que le plus important de toute façon concernant cette idée des ions positifs versus les ions négatifs, c'est de devenir conscient quelque part de notre structure énergétique, donc d'accompagner la vie qui est en nous, parce que la vie qui est en nous, c'est les ions négatifs. Les charges positives, les ions positifs, c'est quelque part nos perturbations. C'est ça qui devient quelque part des éléments perturbateurs. Et quand je reconnais quelque part, quand dans moi, il y a quelque chose qui ne me ressemble pas. Par exemple, au niveau du ventre, ils ont constaté que des gens qui ont des grandes perturbations au niveau du ventre et qui ressentent au niveau psychologique qu'ils ont l'impression d'être habités par quelqu'un d'autre. Ils ont l'impression d'être possédés. Et ils ont constaté quelque part que cette position-là, quelque part d'être possédé, que ces gens-là vivaient, ben, quelque part est attribuable par vraiment une perturbation importante de la flore intestinale, qui faisait quelque part qu'il y avait une genre de conscience psycho-émotionnelle qui se manifestait, qui n'était pas la leur, mais qui se construisait par cette flore finalement qui se développait et qui était tellement perturbée qu'elle développait quelque part un petit monstre, pourrait-on dire, qui n'est pas nous, mais qui est quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant de comprendre ça parce que ça touche un peu la notion de la possession, ça touche des choses comme ça, et ça touche à quelque part l'idée que la vie qui est en nous, qu'on n'en prend pas soin, bien la vie, quelque part, apprend, c'est plus la vie qui prend de la place, c'est autre chose, c'est de la pollution. Et cette pollution-là, elle peut être mémorielle, elle peut être associée à des émotions, elle peut être associée à des pensées, elle peut être de la nourriture. Si on mange super mal, ben, c'est tous les produits chimiques, les mauvais gras, etc., qu'on peut avoir consommés. Vous voyez, il y a plein d'éléments quelque part qui font que le processus de la santé, quelque part, ben, on peut le prendre de plusieurs façons, mais le plus important, c'est de favoriser la vie. Favoriser la vie, c'est manifester la vie de toutes les façons et de toutes les manières. Et dans ce sens-là, ben, la pratique intuitive, c'est ce qu'elle propose de faire, c'est de renouer contact avec la vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, évidemment, toute cette notion que tout bouge, ben, quelque part, c'est beaucoup en liaison avec le fait que mes deux pieds touchent le sol. Je suis animé par la présence de l'énergie de la Terre. Je suis animé par l'énergie cosmique. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas si longtemps, on contestait tout ça. Aujourd'hui, on sait que c'est une réalité. La Terre produit un champ électromagnétique, le cosmos produit des champs cosmiques. On n'est pas tous d'accord pour dire qu'ils ont une influence sur nous, mais on peut certainement facilement envisager que ça l'est. Alors, dans ce sens-là, évidemment, cette idée que moi, je ne suis pas un être isolé, hein, je suis un être fait de chair et d'os, mais je ne suis pas isolé, je suis connecté avec la terre, je suis connecté avec le ciel, je suis en interrelation avec les autres. Et lorsque je rencontre quelqu'un, ben, la personne qui est à côté de moi, elle a beau être physiquement faite de chair et d'os, je suis en interrelation énergétique avec elle. Je fais des échanges avec elle. Donc, à quelque part, ça veut donc dire finalement que ce qu'on appelait que tout est en mouvement, que tout est en mouvement et tout bouge dans la structure de la vie. On ne la voit pas physiquement, mais d'un point de vue subtil, c'est ça qui se passe. Et que si on apprend justement à devenir conscient davantage de ce vivant-là qui est en nous et qu'on lui donne de l'espace pour qu'il puisse exister, mais c'est là quelque part que je pense qu'on peut vraiment renouer contact avec
cette idée d'un âge biologique plus jeune, parce qu'on apprend justement alors à se retrouver quelque part notre essence fondamentale, notre rythme fondamental. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, je dirais. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire. Ben, il y a peut-être une autre chose, c'est concernant les fameux téléomères. Qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui a été découvert au niveau des recherches? Je vais peut-être vous en glisser un mot parce que c'est intéressant. Euh, ils ont découvert que la méditation contribuait donc à réduire le stress oxydatif. Donc, c'est une façon quelque part de favoriser le non-vieillissement. Ils ont constaté que la concentration et l'ouverture non jugeante, donc lors de la méditation, euh, pouvaient donc encore favoriser euh, encore plus efficacement l'impact sur les télomères. Et la compassion est un autre élément important. Et je pense que c'est intéressant quelque part de comprendre ce que ça veut dire, ça, parce que quand on fait une pratique intuitive, ou quand on fait de la méditation, ou quand on fait de la cohérence cardiaque, ou quand on fait de l'ancrage, la position, justement, quand on le fait, c'est une position dans laquelle on doit être concentré. Concentré parce que ça demande une concentration, ce qu'on n'aime pas maintenant. Aujourd'hui, les êtres humains, ils lisent de moins en moins, ils sont de moins en moins, font de moins en moins d'efforts intellectuels. Donc, à quelque part, la concentration, c'est une façon pour nous, à quelque part, de retrouver une certaine forme de rigueur en tant qu'être humain par rapport à la vie qu'on choisit. L'ouverture non jugeante, ben, dans la pratique intuitive, c'est super important, cette notion d'ouverture non jugeante, parce que si on juge qu'est-ce qui anime notre être, ben on n'est pas dans une position quelque part de compassion. Donc, la notion de compassion, l'ouverture non jugeante, c'est quelque chose de fondamental dans la pratique intuitive et dans la méditation aussi, bien sûr, et dans lequel on apprend justement à aimer l'être que nous sommes. Et aimer l'être que nous sommes, ben, c'est lui donner de l'amour, c'est de favoriser justement cette idée que nous sommes de lumière. Et cette lumière, quelque part, bien évidemment, on peut aussi la déposer avec nos mains. Et quand on s'ancre, on peut très bien faire venir l'énergie dans nos mains et la déplacer de nos mains vers notre corps pour favoriser justement ce processus qu'on a vu aujourd'hui qui favorise la négantropie, qui favorise donc la circulation fluide et harmonieuse dans notre corps. Donc, une chose peut-être pour le rapport au télomère, c'est que où ils ont trouvé que l'intérêt n'avait pas autant d'impact, c'est chez les gens plus jeunes et chez les gens qui pratiquent la méditation de façon irrégulière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font pas une pratique régulière. Donc, vous voyez que la régularité est un autre élément important. Et je vous dirais que dans tous les domaines, dans la pratique de l'ancrage, dans la pratique intuitive, quand on est dans une forme, dans une régularité, qu'on pratique régulièrement, on va augmenter nos compétences. Moins on pratique, plus on va développer des compétences moindres. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas une vérité, c'est comme une évidence quand même, et c'est quelque chose que, voilà, que j'avais envie de vous dire. Alors, pour conclure, finalement, pour tout ça, bien, vous avez quand même un petit protocole que je vous ai proposé de faire. Vous avez des petits exercices que vous pouvez faire qui vous permettent donc justement de développer une relation avec le vivant. Mais le plus important de comprendre là-dedans, c'est que être dans le présent, c'est être dans une position justement d'ouverture envers nous-mêmes. L'ouverture envers nous-mêmes, c'est se mettre dans une position où on reconnaît les possibilités, les probabilités, ce qui pourrait se produire. On n'est pas en train de se programmer, là. On est en train de s'ouvrir à la vie. Et s'ouvrir à la vie, mais c'est s'ouvrir au miracle. La vie, à quelque part, lorsqu'on s'ouvre à elle, elle peut nous proposer des très belles choses. C'est quand on est ouvert à elle. Si on a peur puis qu'on est sûr qu'il va se passer quelque chose de négatif, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a forte chance que c'est ça qui se passe. C'est un peu comme l'effet placebo. Dans l'effet placebo, on a reconnu à quelque part que les médicaments avaient un impact, euh, si on y croit, on n'y croit pas, hein, 35% à peu près. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que si je prends une pilule, un bonbon sucré, puis je suis convaincu que ça va fonctionner, mais 35% de réussite que je vais avoir là-dessus. C'est pour ça que les tests, les recherches médicales ont de la difficulté parce que l'effet placebo existe bel et bien. Donc, c'est une réalité qui indique bien quelque part que si moi, j'ai la foi en moi et que j'y crois, ben, j'ai des chances, à quelque part, que je vais me donner les meilleures conditions pour atteindre mon cheminement de vie, me réaliser et augmenter mon potentiel santé et puis favoriser mon rajeunissement aussi de la même façon parce que je me retrouve dans une position de santé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma pensée, je peux apprendre aussi à l'utiliser. L'utiliser, c'est-à-dire d'avoir des pensées positives, de parler à mon corps,
de lui dire quelque part ce que je veux de lui, comment est-ce qu'il va, de lui exprimer quelque part qu'est-ce que je préfère. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation, ça. Vous voyez, on parle de déprogrammation dans la pratique intuitive, dans laquelle on envoie de l'information pour changer le corps. Et la reprogrammation, c'est quand on veut donner à notre corps, justement, un message pour lui redonner à quelque part un nouveau mouvement, une nouvelle impulsion, etc. Donc, c'est ça un petit peu que je peux vous dire. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des interrogations concernant ça? Pendant que je vous laisse le soin de réfléchir à vos questions, vos réflexions, ben, je vais peut-être vous faire part peut-être d'une suite si vous aviez un intérêt, si jamais vous aviez un intérêt. Il y a trois suites possibles à cette conférence-ci. Il y a donc une journée d'enseignement présentiel qui a lieu donc dans plusieurs villes. Il y a dans trois villes présentement. Il y a donc à Montréal le 23 août. Il y a donc une journée d'enseignement proposée. À Bulle, en Suisse, le 7 septembre, une journée également proposée. Et le 8 novembre, à Nantes, en France. Ces trois journées-là, la particularité, c'est qu'elles sont des journées dans lesquelles on va expérimenter la pratique sur soi et sur les autres pour justement favoriser ce processus de non-vieillissement. Et il y aura des mesures qui vont être faites avec l'aide de l'appareil Cardium. L'appareil Cardium, c'est un appareil donc, qui travaille sur la cohérence cardiaque, mais qui propose une étude de plusieurs autres paramètres, dont ceux des chakras et des organes. Donc, ça nous permet d'avoir une vision globale de notre façon de gérer notre relation avec le présent, parce qu'on voit également notre fonctionnement cérébral, on voit l'alternance sympathique-parasympathique. Bon, il y a plusieurs éléments qui sont vus à travers cet appareil-là. Et il va y avoir donc la possibilité de bénéficier de ça lors de ces journées-là. Donc, c'est des présentiels. Il y a donc ces évaluations-là qui vont vous être interprétées dans un webinaire d'intégration qui va être donné à part. Donc, ça, c'est la première proposition qui va être, qui serait possible. L'autre option, c'est qu'une série de trois ateliers en ligne qui est possible aussi de suivre, qui sont différents, hein, parce que la journée, ça va être vraiment une journée que moi, je vais appeler ça une journée d'expérimentation. Vous allez arriver et je vais vous faire expérimenter un tas de choses pour vous amener justement à vous faire du bien et à pratiquer avec un autre partenaire pour comprendre de quelle façon vous pourriez faire du bien avec une personne de votre entourage. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour devenir professionnel, mais on est là plutôt pour justement apprendre donc à chercher à développer ce bien-être-là. Et la mesure avant et après va vous permettre de voir justement quels sont les impacts de ce que vous aurez fait. Donc, c'est ça un petit peu l'idée générale de cette journée-là. Lors des trois ateliers, bien évidemment, en ligne, bien, ce sont des ateliers donc, que vous pouvez avoir en replay et qui vont se faire. Donc, le premier atelier, c'est vraiment toute la relation, la lecture intuitive et le transfert d'énergie qui va être proposé. Le deuxième atelier, c'est la lecture intuitive et davantage toute la notion de la déprogrammation et des techniques de soins pour travailler sur les profondeurs de l'inflammation donc qu'on a vu un petit peu aujourd'hui. Et le troisième atelier va être vraiment plus davantage sur la déprogrammation et la reprogrammation de la santé. Ça va être un peu ça les thèmes. Et donc, vous allez avoir des textes là, qui vont vous présenter chacun le contenu de tout ce que je vous ai dit. Vous allez recevoir une page demain ou après-demain ou plus tard qui va vous donner des informations à ce sujet-là. Concernant les dates, évidemment, vous aurez aussi les dates qui vous seront données. Mais s'il y a des questions ou des interrogations maintenant, les prix, bien évidemment, c'est qu'il va y avoir des promotions. Bon, c'est 99 euros, 115 dollars pour les trois ateliers en ligne. Et vous avez également pour la journée des prix bon, différents. Si vous êtes au Québec, ça tourne autour de 150 euros, 150 dollars pour faire un chiffre. Là. Vous allez recevoir les informations. Et vous avez également la possibilité de suivre les ateliers en ligne et la journée en plus. Et là, ça revient à 199 euros, 230 dollars. Bon, voilà, ça c'est un peu l'aspect technique que j'avais à vous proposer. Puis si jamais vous avez envie de seulement bénéficier d'une lecture intuitive en présentiel avec les mesures avec l'appareil, c'est possible aussi. Euh, Au Québec, ça va se faire à Montréal toujours dans des dates très précises. Et puis à Bulle, dans des dates précises également, durant le mois de septembre. Et puis à Nantes, durant le mois d'octobre, plus spécifiquement, que ça va se faire. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai dit ou sur d'autres sujets, bien sûr? C'est possible aussi. Je vais faire une petite démonstration pendant que j'y pense, c'est vrai. J'avais dit, j'allais faire une petite démonstration avec quelqu'un pour regarder un petit peu son âge biologique. OK, Isabelle, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu as un thème particulier que tu voudrais que je regarde?
Mon potentiel santé. 460, OK. Donc là, on parle du général, évidemment. Là, je ne suis pas, je suis pas en train de faire un diagnostic, hein. Quand je vous dis que tout le travail que je vais proposer aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en évidence cette notion de que le potentiel santé, c'est quelque chose sur lequel on peut influencer. Et l'influencer, ben, c'est justement de prendre le temps, quelque part, de porter notre attention vers lui. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager. Donc, Isabelle, tu vois, la chose que je vois par rapport à toi, puis là, on va regarder ça ensemble, hein, évidemment, c'est au niveau de la gorge. Tu vois, c'est la première chose que je te dirais, c'est au niveau de la région de la gorge que je perçois comme, pour moi, c'est comme si c'était un peu comme de la toux. Tu vois, c'est comme ça que je vois ça. Et pour moi, c'est tout relié. Tantôt, on a parlé de la cohérence cardiaque. Pour moi, ça va beaucoup qu'un nerf vague. Il y a quelque chose, tu sais, c'est un peu comme le sentiment, quelqu'un qui pourrait me dire quelque chose comme je me déteste. C'est un peu gros, là, mais c'est un peu les mots qui me viendraient par rapport à ça. Et que ça crée cette tension au niveau du nerf vague, entre autres, hein, qui touche toutes les zones digestives, etc. Alors, j'ai l'impression que tu sais, ça nous garde dans une espèce de position, un peu de tension, et c'est comme pour essayer de sortir le truc. Ça, c'est comme ça que je perçois ça dans un premier temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle. J'ai juste pas bien compris si c'était je me déteste ou bien quelqu'un me déteste. Non, je me déteste. OK, c'est quand même un sujet de travail, oui, en ce moment, mais je dirais que je suis, justement en phase d'améliorer ça, mais peut-être Oui, que bien vous sûr. ressentez autre chose au niveau énergétique quand même. C'est sûr, quelque part, que quand ça m'arrive souvent, hein, quelque part, quelqu'un qui vient me voir puis il va me dire, ah, ben oui, mais je suis en train de travailler là-dessus, je suis un peu découragé, j'ai l'impression que ça fait des années que je travaille là-dessus, puis là, tu me dis que c'est encore présent. C'est quelque chose qu'on va entendre souvent. Il faut comprendre, évidemment, que l'idée, à quelque part, que j'ai décrite aujourd'hui, c'est cette idée de la cohérence cardiaque, l'ancrage, par exemple. Vous voyez, c'est apprendre à rééduquer. C'est que moi, quelque part, je peux travailler, mais physiologiquement, cellulairement, l'information est encore là. C'est-à-dire que la perturbation est encore là. Donc, c'est là, évidemment, que cette idée de développer des techniques pour influencer notre cœur, pour apprendre justement à le modifier ou à le changer, c'est ça qui va contribuer souvent à amener une transformation à pouvoir se faire d'une façon plus en profondeur. Et puis, c'est sûr que quand on parle du travail énergétique, on parle de quelque chose qui est plus de l'ordre de la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est quand je disais tantôt, on peut voir quelqu'un de malade, on peut voir quelqu'un qui se dit en santé, mais on peut voir ses zones de fragilité, ses zones de perturbation. Et on peut très bien comprendre que cette personne-là, ça ne fait rien avec ça, elle va développer des maladies. L'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qui peut faire un travail énergétique important sur elle-même, qui peut faire un gros travail, ben, à quelque part, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on va voir la transformation se faire immédiatement dans le processus. Parce que c'est comme s'il y avait un travail en profondeur à faire. Et c'est ça un peu qu'on observe. C'est pour ça que des fois, il y a un décalage entre ce qu'on va observer d'une personne et le travail qu'elle fait. Ce qui ne veut pas dire que tu ne fais pas bien le travail, ça veut juste dire quelque part qu'il y a un processus d'incarnation, d'intégration qui n'a pas été accompli. Tu comprends? Oui, tout à fait. Est-ce que ça te parlait, toi, de cette notion de tout et tout ça, l'attention dont je te parlais et tout ça? Je dirais, comme évidemment pas physiquement, mais plus les choses que j'arrive pas à exprimer peut-être et qui restent poignées entre guillemets dans la gorge, ça oui absolument, mais au niveau métaphorique, symbolique, OK. mais pas physique. Oui. OK. Moi, ce que je te dirais, quelque part, par rapport à tout ça, là, c'est que je sens qu'au niveau nerveux, tu vois, au niveau sympathique, le sympathique, lui, il pousse vers le haut, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là de vraiment chercher à travailler le mouvement descendant. Le mouvement descendant, c'est d'aller vers tes pieds, tu vois, d'aller vers le parasympathique. Tu vois, c'est ça un peu que je te dirais de faire parce que cette condition-là, quelque part, elle te garde dans un état de tension émotionnelle. C'est un peu comme quelqu'un qui dit je n'y arriverai jamais. Donc, impuissance. Alors, quand on reste dans ce mode de pensée où on se dit je n'y arriverai jamais, ben, quelque part, on reste dans une position où on est programmé par une perturbation qui va favoriser ce que j'appelle le vieillissement, hein, c'est-à-dire le potentiel de santé va être réduit, etc. Plus on apprend justement à retrouver nos jambes, puis plus on se rend compte à quelque part comme dans nous, il y a, je vais dire ça d'une façon par rapport à toi, je vais dire quelque chose comme ça, c'est que, tu sais, quand on crie, par exemple, tu sais, crier,
Crier, on ne doit pas crier. Écoute, quand on est un enfant, on ne doit pas crier. Nos parents nous disent bien, il ne faut pas crier, il faut être poli, il faut être bien élevé, etc. Mais je pense que chez toi, il y a quelque chose d'organique et d'animal, de primitif, qui touche justement le parasympathique, tu vois. Et il y a toutes les théories polyvagales, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui concernent cette notion du système nerveux et de l'exploration, comment le système nerveux peut être paralysé. Et quand il est paralysé, ben, quelque part, on n'est plus en mesure d'arriver justement à, à libérer la charge nerveuse qui est associée à ça, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens chez toi. C'est comme si tu es quelqu'un de très intellectuel. Je pense que tu es quelqu'un qui a une force mentale assez forte, mais quelque part, l'exploration d'une dimension plus primitive, émotionnelle, serait intéressante pour toi à explorer. Parce que je pense qu'il y a de quoi, tu sais, je reviens avec la notion de crier, tu vois, mais crier quelque part, c'est peut-être pas crier physiquement, mais c'est certainement finalement crier dans le sens de dire je me fous de ce que vous pensez. Je me fous à quelque part de ce que vous pensez. Parce que j'ai l'impression que pour que tu puisses naître et que tu puisses être toi-même, il te faut accepter une marginalité, quelque chose de non conventionnel. Et que les autres pourraient te juger parce que tu n'es pas dans les normes, mais toi, tu dois apprendre à l'incarner. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui, je dirais que c'est plutôt intégré, mais plus avec les gens en général. Mais à partir du moment où la personne m'est significative, on dirait que je vais tout faire pour plus m'ajuster à la personne. Mais de manière générale, je suis quand même à marge, beaucoup à marge dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, ce que vous me dites me résonne parfaitement, mais au niveau des liens plus proches et significatifs pour moi. Oui, mais c'est là que tu comprends le piège. Parce que ces liens plus significatifs font que tu deviens caméléon. Tu te, tu t'adaptes, tu vois. Et cette adaptation-là, quelque part, provoque quoi en toi? Elle provoque, toi, parce que tu ne peux pas parler. Parce que tu dois plaire, tu dois être gentil, tu dois faire en sorte que les gens soient contents, tu vois. Et là, tu tombes dans le piège, tu comprends? Oui, tout à fait. Donc, je me dis peut-être c'est plus ça que le fait que je me déteste ou peut-être me détester du fait de ne pas avoir les couilles, entre guillemets, d'exprimer certaines choses, de pas être assez, pas me sentir souveraine, disons, énergétiquement pour couper certaines choses, certains liens ou bien m'exprimer avec plus d'assertivité, je sais pas. Parce qu'autrement, si vous avez fait la même affirmation, comme je me déteste il y a quelques mois, j'aurais dit oui, ça c'est moi, ça. Mais disons que maintenant, j'ai l'impression, mais peut-être je me raconte des histoires que c'est beaucoup mieux, mais peut-être c'est comme je déteste la partie de moi qui n'arrive pas tout à fait à s'exprimer ou s'affirmer avec des gens Euh, significatifs, peut-être plus ça, je sais pas. je dirais quelque part que la partie qu'on déteste, c'est la partie à quelque part, je ne suis pas à la hauteur. Parce qu'à quelque part, je fais plein d'efforts pour finalement que la personne qui est devant moi me donne une reconnaissance, me donne de la valeur, me donne à quelque part ce que je mérite, tu vois. Et ça ne semble pas être assez. Donc, à quelque part, c'est de ma faute si je ne suis pas à la hauteur, tu vois. Et c'est là, quelque part, qu'il y a un deuil. Le deuil, c'est de dire, j'ai plus envie que cette personne-là, à quelque part, soit contente d'être avec moi. J'ai envie d'être heureuse. Et cette personne-là, quelque part, j'ai envie qu'elle soit heureuse, que je sois heureuse. Tu vois, c'est plus la même chose. On tombe dans un autre registre. Et pour moi, cet autre registre tombe dans le côté plus primitif, plus animal dont je te parlais tantôt. Parce que le côté plus primitif, plus animal, c'est la femme, à quelque part, qui justement se dit, je me fous de toi. Je me fous de toi parce que moi, je suis important. Et là, je le fais fort, je ne sais pas si tu entends, mais je mets c'est je suis important, c'est-à-dire je suis important, j'ai autant d'importance que toi, je n'ai pas envie de te donner ce pouvoir-là, j'ai plus envie de te le donner. Et pour moi, ça, c'est vraiment cette position des jambes qui se manifeste à ce moment-là, tu comprends? Oui, oui, absolument, je comprends. Donc, c'est bien, on va s'arrêter ici, c'est bon. Donc, c'est correct? Oui, tout à fait. Juste savoir si symboliquement ou d'une quelconque façon, ma gorge peut vous transmettre un message quelconque pour moi, comme comment orienter ce travail, continuer à orienter ce travail. Euh, je ne sais pas si vous recevez une information. Je sais que vous Je ne, parlez au corps. je ne reçois pas, j'interagis. Hein, je peux faire la différence. Hein. J'interagis, je vais voir dans ton corps pour voir qu'est-ce qu'il y a à me dire. Maintenant, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que tes jambes, finalement, ont des choses à dire. Pour même à la gorge, qu'est-ce qu'elle dirait? Je pense qu'il y a quelque chose de relié à la douceur. Être douce,
arrêter de s'en vouloir, arrêter de s'en demander. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans d'acceptation de nos limites. On fait ce qu'on peut, on fait bien, je suis contente, je fais de mon mieux. Tu vois, il y a quelque chose de positif là-dedans. Je fais de mon mieux, je suis contente. Je suis contente de faire de mon mieux. Donc, on sort avec une note positive, tu vois. Et cette note positive-là, qu'est-ce qu'elle met en évidence, justement, c'est que je suis contente, je fais de mon mieux. Et si l'autre n'est pas content, ben, tant pis pour lui. Tu vois? Je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que ça nous revient avec nos jambes. Tes jambes, à quelque part, qu'est-ce qu'elles t'enseignent? C'est je me tiens debout et je ne suis plus en train de donner mon pouvoir aux autres. Et je pense que c'est ça, quelque part, c'est que tu vas être plus douce avec toi-même, plus positive, tu fais de ton mieux, tu vas te soutenir, et les gens qui sont autour de toi doivent, à quelque part, être en mesure de reconnaître, quelque part, que tu fais de ton mieux. Puis que toi, ben, quelque part, tu vas être capable de t'assumer là-dedans, puis de te dire, ben oui, moi, je fais de mon mieux, puis si les gens ne sont pas contents, ben moi, j'ai pas envie, à quelque part, de subir ça, tu comprends? Oui, oui, absolument. C'est bien? Oui, tout à fait. OK, mais je te remercie. Merci à vous. Mm. Donc, il y a Pierrette qui pose une question. Est-ce qu'on peut retarder le vieillissement prématuré dû à des grands stress, même après 60 ans? Ben oui, moi, ce que je disais tout à l'heure, quelque part, c'est toute la notion de. Il y a deux éléments dans ce que tu poses comme question. Le premier, c'est est-ce que, est-ce que je suis figé comme individu? Tu vois? Figé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part, que j'ai vécu des expériences, comme tu dis, de ces grands stress. Et ces grands stress-là, quelque part, est-ce que j'ai fait de la gestion de ça? Ou est-ce que je suis complètement prisonnier de ça puis figé là-dedans? Si je suis figé, ça veut donc dire que quelque part, je ne suis pas dans la vie. Hein, tantôt, c'est ça que je vous disais tantôt. Être dans le présent, c'est être vivant. Être vivant, c'est pas être dans son passé, puis c'est pas être dans ses expériences de stress qu'on a vécues dans le passé. C'est être capable de dire, ben voilà, j'ai fait du ménage, j'ai fait la paix, et là, je suis capable de regarder ma vie avec des yeux différents. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'on doit apprendre à faire dans une démarche, dans une démarche quelque part où on veut prendre soin de soi, hein, c'est de se dire, ben oui, le, j'ai fait quelque part un certain ménage dans ma vie. Je suis prêt maintenant aujourd'hui à poser un regard de renouveau. Le renouveau, c'est quoi? C'est j'ai 60 ans, mettons, et je regarde ma vie vers l'avant. Et vers l'avant, c'est que je n'ai pas à reproduire ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. J'ai envie de vivre autre chose. Ça veut donc dire que je dois faire une déclaration. Une déclaration, c'est quelque chose qui exige que je dis, je déclare qu'à partir de maintenant, ben, je vais être ceci, cela, cela, je ne ferai plus telle chose parce que ça ne me convient plus, parce que j'ai pris conscience de telle chose. Voilà, tu vois, c'est un peu la leçon de déclaration. Et c'est là, évidemment, que si tu peux, là, tu me demandes si j'ai fait ça, si tu me demandes si tu as fait ce ménage-là. Je ne sais pas toi-même. Mhm. Mhm. Je peux regarder vite fait. Et moi, ce que je dirais de toi, j'ai l'impression que c'est la notion de se tenir debout. Se tenir debout, c'est pas d'être dans un processus d'adaptabilité envers l'extérieur, tu vois. J'ai envie de me tenir debout, j'ai pas envie de m'adapter à tout le monde, j'ai pas envie de faire plein d'efforts pour tout le monde, j'ai envie à quelque part de penser à moi. Malheureusement, toi, tu attires des gens qui veulent te demander de penser à eux, tu vois. Et je pense que c'est ça un peu le piège que tu vas rencontrer, c'est qu'à force de vouloir entendre des gens te dire j'ai besoin de toi, mais toi, tu vas devoir te dire ben moi, je peux comprendre que tu as besoin de moi, mais moi, j'ai une déclaration à faire, c'est que dorénavant, j'aurais évidemment été vers toi, je me serais donné à toi, mais j'ai pris conscience qu'en faisant cela, je ne m'aimais pas. Je m'éloignais quelque part de qui j'étais vraiment et que je me perdais dans les autres. Et qu'à partir de maintenant, je vais dorénavant davantage penser à moi. Et donc, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à tes demandes parce que j'ai décidé de me choisir, de prendre plus soin de moi. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, Pierrette. Donc ça serait donc une étape. Puis à partir du moment, cette étape-là, mais évidemment, c'est maintenant, c'est d'être attentif à ton mental. Qu'est-ce que ton mental pense? Alors, si tu es tout le temps en train de te retrouver avec plein de monde qui sont en train de te solliciter, comme je viens de te le dire, puis qu'à chaque fois, tu te fais avoir, mais tu es en train de simplement figer ton expérience, c'est-à-dire tu es en train de reproduire toujours la même chose. Donc, cette reproduction-là ne va pas t'amener très loin. Elle va t'amener
à figer ton expérience, puis être de plus en plus convaincu que le monde entier, c'est des pourris parce qu'ils veulent toute ta peau, tu vois, on dit ça comme ça. Alors que finalement, si tu arrives à tenir tête à et à reconnaître ton désir de changement, ta compréhension de ton évolution, de ce que tu veux de ta vie, ben, c'est là que tu vas renouer contact avec le vivant. Et renouer contact avec le vivant, c'est par la pratique de la cohérence cardiaque, par l'ancrage, par exemple, par une sensibilité à ton égard, de reconnaître justement que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, puis que tu as envie de t'apprécier, puis tu as envie de t'aimer. Et c'est comme ça, j'ai l'impression que tu vas pouvoir vraiment cheminer dans la bonne direction, quoi. Ça va? Oui, bon, OK, d'accord, d'accord. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à Isabelle qui me disait, avez-vous pu intervenir brièvement? C'était une lecture. Moi, j'interviens toujours un petit peu quand je fais assez rarement que je vais juste donner une lecture parce que le processus énergétique, quand on se relie à quelqu'un, ben, c'est un échange qui s'effectue. C'est-à-dire que moi, je fais quelque chose, je dis quelque chose, le champ énergétique me répond. Donc, à quelque part, il y a inévitablement une interaction qui existe. Et cette interaction-là, bien évidemment, il y a toujours un petit échange qui se fait. Maintenant, évidemment, c'était assez sommaire quand même, hein, mais c'était pour répondre à ta question. Merci, je suis Sylvain, je suis très solidaire de tes enseignements qui résonnent à ce que je porte et transmets avec ma couleur. Je t'apprécie beaucoup. Mais merci beaucoup, Sylvie, c'est gentil à toi. Merci à Louise également pour ses bons mots. Alors, donc, je vais donc m'arrêter ici. Vous allez recevoir donc le replay, si ça vous dit, dans les prochains jours. Je devrais vous envoyer peut-être un petit e-book que j'ai fait comme ça, si ça vous intéresse, concernant le thème. Alors, c'est un e-book que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. J'ai contribué un peu quand même, mais c'est quand même avec l'intelligence artificielle que ça a été fait. Mais c'est quand même intéressant. Il y a des éléments qui reprennent, c'est pour ça que je pourrais vous le proposer. Euh, Parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça donne des idées clés quand même sur les télomères, entre autres, etc., etc. Donc, l'intelligence artificielle a des qualités, mais ce n'est pas en profondeur comme tel, mais ça peut être quand même intéressant, je pense. Puis un petit quiz aussi pour déterminer votre âge biologique que j'ai conçu avec l'intelligence artificielle. Donc, si ça vous dit, je vous enverrai ça également avec le lien de la conférence. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée pour les Européens, une très belle fin d'après-midi pour les Québécois. Et je vous dis donc à très bientôt pour une belle suite. Merci à tous pour vos beaux mots. Au revoir à tous. Je vais donc fermer l'enregistrement.